Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de vie. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. J'ai le grand vraiment plaisir, et je mâche pas mes mots, d'avoir une discussion avec David Bernard, qui est le CEO d'Assess First. Assess First, c'est une société qui a été créée en 2002 et qui a fait son petit bout de chemin tranquillement jusqu'au début des années 2020 et qui a littéralement explosé les 3 dernières années. David, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on échange. On s'est rencontrés sur LinkedIn. Et pour moi, c'est une personne qui incarne ce que l'hyper-croissance d'une boîte peut être et ce que l'état d'esprit d'un dirigeant, justement, d'un fondateur et d'un CEO d'une telle boîte peut être. Vous allez voir, on parle de comment devenir indestructible, parce que tout ça part d'un poste que lui a créé, qui a énormément résonné en moi, vu que mon premier livre est devenu indéboulonnable, c'était quasiment les choses qui se synchronisaient. Le poste m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup plu, donc on en parle dans cet épisode, mais on parle aussi de la croissance d'Assess First, de la position de David à l'intérieur de tous ces changements, à la fin de son association, là où les choses ont pris beaucoup d'ampleur, là où il a passé sa société en full remote. Bref, je vous dis pas tout, mais il y a de belles leçons professionnelles, de belles leçons de vie, et surtout une énergie incroyable, celle de David. Je vous laisse profiter de cet échange entre lui et moi, et je vous dis à tout de suite. Comme on commençait à le dire, David, juste avant, tu as fait un super post qui a énormément résonné en moi quand je l'ai lu. Alors, pas qu'en moi, parce que je crois que c'est un post qui a pas mal marché sur LinkedIn. Ouais, ça a bien marché, ouais. Ouais. Mais tu parlais de ce concept de devenir indestructible Ouais. dans ce post, toi, en tant que dirigeant d'une boîte qui fait x2 tous les ans, j'ai l'impression, en termes en termes de collaborateurs. Et moi, ça me parlait énormément. Mon bouquin, c'était Devenez indéboulonnable. Tout de suite, j'ai été un peu, tu vois, j'ai eu un petit trigger quand j'ai lu ton post. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast Point de vie. Je suis ravi de t'accueillir pour la première fois, même si ça fait, je crois, 2 ans déjà qu'on échange sur des sujets divers et variés. Ouais, 2 ans, ouais. Donc, aujourd'hui, je reçois David Bernard, qui est le CEO d'Assess First. On va parler de son poste, on va parler de son parcours, on va parler de toi, de ce qui t'anime. Parce que ce poste, je sens qu'il venait pas... c'était pas un poste écrit juste comme ça, c'était un poste qui venait du fond des tripes. Et j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Pour toi, c'est quoi cette idée de devenir indestructible? En fait, il y a... Enfin, si tu veux, pour moi, c'est très clair. Enfin, c'est ce que j'ai écrit dans le post, hein. Mais tout part de l'intérieur. Tu vois, tout ce qu'on fait dans sa vie. Enfin, si on veut avoir une vie à un moment donné qui est, je sais pas, cohérente, satisfaisante, épanouissante, où tu t'accomplis, en fait, c'est hyper important, de bien se connaître déjà pour savoir d'où on parle, d'où on agit. Et le premier point, c'était justement trouver la raison supérieure qui vous anime. Et ça, pour moi, ça a toujours été quelque chose, si tu veux, de fondamental. Enfin, je me suis jamais projeté, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans l'entrepreneuriat, sans partir de ça, en fait. Tu vois, enfin, je sais pas, je pourrais pas vivre autrement, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux accomplir quelque chose de grand, enfin, encore une fois, hein, c'est ma perception, c'est ma vision, hein, mais je pense que si on veut accomplir quelque chose de vraiment signifiant, significatif, en fait, c'est hyper important de partir de quelque chose qui te dérange fondamentalement. Tu vois, je crois, moi, au fond, que tous les entrepreneurs ont ce truc, enfin, tous les entrepreneurs, peut-être pas tous, mais certains entrepreneurs ont ça, de se dire, je regarde le monde dans lequel je vis, et à un moment donné, il y a un problème qui est suffisamment dérangeant, qui me tracasse suffisamment, qui me met dans une situation d'inconfort suffisamment importante pour que je me dise, fuck, je vais changer ça en fait. Cette réalité ne me plaît pas, je vais changer cette réalité. Tu vois. Et ouais, et je pense que c'est pas que je pense, c'est que je sais que c'est moi ce qui a provoqué par exemple la création d'Assess First. Tu vois, en fait, mes premières expériences pro, ça pouvait être des petits jobs, ça pouvait être des stages. Je me suis rendu compte de la manière dont le recrutement était fait. Tu vois, c'est-à-dire on va regarder les CV, les expériences professionnelles, on va regarder est-ce que tu as fait la bonne école, ce genre de trucs. En gros, je me suis dit, c'est complètement taré. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qu'a fait la personne, à son passé révolu. Alors certes, hein, c'est intéressant. Ça te dit quelque chose de l'histoire de l'individu, de son parcours.
mais ça ne te dit rien du tout de qui est l'individu, de qui est la personne, et surtout encore moins de qui elle pourrait devenir si elle était placée dans un environnement porteur, en tout cas qui lui corresponde. Et donc, écoute, ça plus mes études de psycho où très rapidement, tu vois, on apprend les déterminants de la réussite au travail, qu'est-ce qui va conditionner l'engagement, le fait que tu sois heureux. Tu te dis, putain, mais faut s'intéresser à qui sont les gens, quoi. C'est la manière dont ils pensent, la vitesse à laquelle ils prennent des décisions, ce qui les motive, leur comportement naturel. Enfin, tous ces trucs-là sont fondamentaux. Ouais. Ça, ce que tu me dis, tu vois, ça me touche énormément, ça résonne énormément parce que non, tu vois, c'est intéressant parce que comme tu dis, toi, tu as un background de psychologue, ta boîte, elle est basée sur la psychologie. Et c'est ça que je trouve fabuleux, c'est que tu es un des seuls qui a réussi à créer une boîte basée sur une science. Mais pas une science tech, mais vraiment une science humaine et qui part de ce postulat. Je crois que, tu vois, moi, ça fait 5 ans que j'ai monté ma boîte. Et ça fait, alors j'ai 35 ans, ça doit faire plus que j'ai 17-18 ans que je suis passionné par la psychologie. Je me demande aujourd'hui pourquoi, en fait, j'en ai pas fait mon métier. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est juste un ego trip à la base. C'était pas assez, pas assez bien pour moi, pour mon ego en tout cas. Et fondamentalement, quand je suis tombé sur les travaux de Ryan Hidesi, tu vois, sur la théorie de l'autodétermination, et tu vois que les premiers motivateurs, les premiers triggers, c'est l'autonomie. C'est le sentiment de faire quelque chose d'utile. Et que dans la majorité des grandes boîtes, le driver principal, c'est l'argent, le bâton et la carotte. Tu dis, putain, il y a un truc, en fait, que les business n'ont pas compris, alors que la science a la réponse depuis déjà 20, 25, 30 ans, quoi. Et j'avais essayé, moi, quand j'étais passé directeur, d'influencer un peu mon patron là-dessus. Et on avait eu justement des trucs super intéressants où, en banque privée, là où j'étais, par exemple, avant, tu avais les objectifs des banquiers, c'était des lignes. Ils avaient une ligne d'épargne financière, une ligne de collecte. Ce qu'on appelait la collecte, c'était en gros les nouveaux clients que tu signes et le stock d'argent que tu rapportes, de l'immobilier, de la gestion de sous-mandat, où c'est des gérants qui vont gérer les actifs financiers des clients, grosso modo comme ça. Mais c'était des lignes où tu dois faire tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, c'était du quantitatif. Et un jour, plus je parlais avec mon patron, plus il commençait à être intéressé par ça. Et il s'est rendu compte que tu avais des banquiers qui avaient une énorme appétence à faire de l'immobilier, d'autres qui avaient une énorme appétence à faire de l'épargne financière, d'autres qui étaient bien plus sur le conseil et la structuration juridique, fiscale pour les clients. Et un jour, il a dit, tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol du quantitatif. De toute façon, je vois que ça marche pas. On va faire du qualitatif. Chaque vente, grosso modo, ou argent collecté par le banquier, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte un pourcentage. Ratio, par exemple, tu vas vendre un produit d'épargne financière, ça va rapporter 4% de ce que tu as rapporté. Tu vas vendre un bien immobilier, tu vas prendre 5% de la vente. Et mon patron a dit, maintenant, en fait, ce que je veux, c'est que mes banquiers et mes banquières ramènent, je sais pas, 150 000 euros de com net à la boîte par an. La manière, j'en ai plus rien à faire. Et ça avait été super intéressant parce que tout de suite, tu avais vu des gros démarquages. Il y en a qui se spécialisaient sur l'immobilier et ils s'éclataient et ils dépassaient systématiquement leurs objectifs parce qu'ils faisaient un truc qu'ils aimaient. Bien sûr, oui. Et à côté de ça, tu en avais qui étaient plus sur l'épargne financière, d'autres plus sur le conseil. Sur le conseil, mais tout le monde, quasiment, à 90%, atteignait ses objectifs et avec facilité. Et là où tu vois que quand tu parles de l'humain, quand tu dis il y a quelqu'un qui aime quelque chose et que tu lui donnes la possibilité de s'épanouir là-dedans, il est bon parce que tu le forces pas à faire quelque chose. Et c'est pour ça que ça me touche que tu dis, tu vois, vous essayez de changer un truc qui est auto-normé depuis la nuit des temps dans le recrutement. Et vous vous dites, on n'en a rien à foutre, on va tout changer, on va tout faire péter, on va recruter totalement différemment et ça va être encore mieux. Ouais, mais tu sais, je pense que ça vient aussi comment dire, le monde dans lequel on évolue a énormément changé, quoi. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, on était à l'ère industrielle, par exemple, tu avais des lignes de production, tu mettais des gugus sur la ligne de production, ils se mettaient tous à serrer les boulons dans le même sens à la même heure. Je veux dire, ça faisait du sens quelque part tu formes les gens à un geste précis, à des process précis, des méthodes précises, ils sont quasiment interchangeables. Au fond, leur personnalité, est-ce qu'elle est véritablement importante?
Alors, oui, moi, je pense que oui, fondamentalement, mais pour la réussite, pour le fonctionnement du système, pas spécialement. Aujourd'hui, on est dans un monde, le monde des services, enfin, je veux dire, tout est immatériel, l'impact des soft skills, la qualité des relations que tu vas nouer avec les uns et les autres, l'impact de la collaboration sur la réussite, les processus d'innovation, enfin, tout ça, à un moment donné, il faut bien se dire que ça part. Enfin, tu le fais avec qui tu es. Tu vois, quand tu collabores, c'est pas juste des techniques que tu peux apprendre. Si tu n'as pas le goût de l'autre, si tu n'as pas un intérêt pour, enfin, une ouverture au point de vue différent du tien ou ce genre de choses, une curiosité, enfin, je veux dire, c'est sûr, ça va être plus compliqué. Donc, il y a des gens qui sont très bons, par exemple, pour le travail collaboratif. Il y en a d'autres qui vont être très bons pour prendre le lead dans une équipe, d'autres très bons pour l'écoute, des créatifs, des structurés. Et en fait, moi, je pense que c'est hyper important, si tu veux, ouais, c'est ça, de bien comprendre quels sont les talents naturels de chacun, de manière à, d'une part, pouvoir leur proposer des jobs dans lesquels ils vont performer parce que tu réussis dans la facilité. C'est un peu comme une plante. Elle a un sens de pouce, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux t'amuser à la tailler dans tous les sens pour en faire des bonsaïs. Enfin, oui, il y en a qui arrivent, tu vois. Mais c'est compliqué. C'est un art de torturer pour que ça fonctionne, le vivant. Après, c'est bénéfice, enfin, c'est intéressant pour l'entreprise, c'est intéressant aussi pour l'individu parce que, encore une fois, tu capitalises sur tes forces. Tu sais, tu as deux écoles, hein, notamment dans le développement personnel et même professionnel. Mm. Tu as ceux qui vont te dire ce qui est important, c'est d'identifier les points forts, les points faibles, et on va prendre tes points faibles et on va essayer de les transformer en points forts. Tu Mais on nivelles sait que par ça le ne bas au marche final. pas. Ça Mm. fonctionne pas en fait, tu Ouais. vois. Ou alors tu te dis, on va prendre tes points forts, tes points faibles, tu les bosses suffisamment pour qu'ils ne soient plus handicapants pour toi et pour les autres. Mais bon, voilà, tu mets juste deux, trois techniques en place. Par contre, on va capitaliser sur tes points forts pour en faire de véritables talents et pour te monter au plus haut niveau. Et Ouais. franchement, hein, quand tu fais ça, c'est game changer pour tout le monde, à la fois pour les individus et pour ta boîte en fait. Complètement, tu as ce nivellement par le bas. Moi, je l'ai vécu et j'en parle avec pas mal de potes. Enfin, je dis moi, je l'ai vécu, mais en fait, je pense qu'en France, on l'a quasiment tous vécu. Du moment où tu as une petite expérience salariée, moi, je me souviens que je finis mon alternance, j'étais conseiller privé junior et le but, c'était que je passe conseiller en gestion de patrimoine. Et je me souviens que mon maître de stage à l'époque me dit, OK, depuis 1 an, je t'ai pas vu te faire phoning. Je te vois interagir avec les personnes en face à face, mais jamais au téléphone. C'est quelque chose que t'aimes pas faire, que t'aimes faire, ou c'est totalement neutre? Je fais non, non, moi, je déteste ça, j'ai besoin de voir les gens. Je suis un être relationnel, j'ai besoin de sentir les gens, de pouvoir discuter avec eux. Et je me souviendrai toujours le voir, me regarder et me dire, eh ben ok Quentin, je sais ce que tu vas faire les 3 prochains jours. Il m'a enfermé dans un bureau, il m'a filé une liste, il m'a dit tu vas appeler tous les clients. Et sur le coup, pour moi, mais c'était franchement ma pire expérience professionnelle. Et pourtant, j'ai vécu des trucs dégueulasses comme n'importe Au pire quel jour. collaborateur. Mais ça, tu vois, ça peut Ouais. paraître rien. Mais c'était tellement un truc que je détestais faire au fond de moi et qui me disent, t'es déjà bon à l'oral, t'es déjà bon sur la communication, t'es déjà bon sur créer du lien, tout ça avec tout le monde, plutôt que de me dire, j'avais 22, 23 ans. Hein. Donc, tu sais, quand t'es bon à un truc, ça veut pas dire que t'es excellent. T'as encore Ouais. énormément de choses à développer. Mm. Et plutôt que de me dire, bah tiens, focalise-toi là-dessus et on va travailler un peu ça, il m'a foutu 3 jours dans le bureau à me dire, tu vas appeler, 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 appeler. Mm. J'avais envie de me tailler les veines toutes les 30 minutes à chaque appel. J'étais, mais c'est Ouais. pas possible, il me reste combien de temps? J'ai encore 50 appels à faire. Ouais. Et, et, Non, et mais ça, c'est taré, ça fait pas sens du tout, quoi. Tu vois, c'est se non. dire, en fait, ça part du postulat. Enfin, c'est quoi le postulat derrière? C'est, il faut que tu sois bon partout, tu vois, ou il faut que tu maîtrises tous les aspects, par exemple, de la sphère commerciale ou whatever. Mais je veux dire, enfin, on n'est pas obligé, même, enfin, que ce soit pour réussir ou pour avoir une vie épanouie. Tu sais, moi, je pense que, enfin, le secret de la réussite, bon, c'est une formule, hein, mais en gros, il suffit d'identifier un domaine où tu vas être vraiment bon, tu en prends un autre où tu es vraiment bon, par exemple, tu en prends deux ou trois comme ça, tu les croises, tu vois ce qu'il y a à l'intersection, tu te fais une carrière là-dedans, tu démarres une boîte là-dedans, tu fais ce que tu veux là-dedans, mais tu vas pas t'emmerder une seule seconde dans ta vie et tu vas cartonner, Hmm. cartonner. Enfin, c'est évident. C'est Complètement. Et tu vois, moi, en toute transparence, donc comme je te disais, ma boîte, elle a 5 ans. OK. Ça fait 1 an que les choses commencent à bien bouger, Mm. mais parce que pendant 4 ans, euh, j'ai été mon plus gros frein.
Mm. Parce que tu vois, tu parles des zones ce qu'on appelle aujourd'hui les zones de génie. Je Mm. n'aime pas spécialement ce mot, Mm. mais bon, là, tes zones de confort, tes zones où tu es bon, tes zones d'excellence. Euh, pour moi, c'est l'humain. J'aime ça. Par contre, je suis, alors selon ma psychologue, TDAH, machin, incapacité à se projeter dans le temps, incapacité à s'organiser. J'ai appris à le faire, mais je suis quand même très très nul à ça. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, j'avais passé les tests d'Assess First. Tu avais un gros tempérament, je me souviens, entrepreneur marqué, mais Mm. tu avais le pendant où j'étais un gros solo avec énormément de mal à déléguer. Ok. Et ça avait commencé à mettre le doigt dessus. Et je me disais, mais c'est pas grave, je peux arriver à tout faire tout seul parce que je suis un génie, j'arrive à tout faire bien, tout mieux que tout le monde. Et en fait, le fait de ne pas déléguer, d'essayer de faire des choses, alors déjà que je déteste et pour lesquelles je suis absolument nul, ben ça t'apporte une mauvaise énergie, ça te Mm. fatigue parce que ça demande beaucoup plus d'efforts. Et c'est ce qui m'a freiné. Et c'est Mm. pour ça, tu vois, par rapport à ce que tu dis, monter ta boîte, trouver tes 2-3 zones où tu es très très bon, où tu adores faire les trucs et qui vont t'apporter énormément d'énergie, c'est hyper important. C'est important aussi de mettre le doigt sur les trucs pour lesquels tu es nul, vraiment, Mm. sans te dire, je vais mettre toute mon énergie, dépenser toute mon énergie là-dedans pour devenir excellent. Mais comme tu le disais, arrive à suffisamment travailler dessus pour être pas trop mauvais, mais surtout te dire, là, dès que je peux déléguer, me séparer de ça, faire ça à quelqu'un d'autre, Ouais. ce sera bénéfique pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons dans la comptabilité, dans l'organisation, dans la planification. Tu s'éclates à le faire, hein. Et moi, je suis nul, et il y en a qui adorent faire ça. Ouais, ouais. Et tu vois, c'est rigolo parce que en fait, c'est le deuxième point que j'abordais dans le post, tu vois, quand je disais, voilà, entourez-vous des meilleurs. Mais c'est exactement ça que j'avais en tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, moi, je suis convaincu que le succès d'Assess First, alors, tu sais, tu peux dire, oui, c'est l'idée au départ, c'est l'exécution, whatever. Mais pour moi, c'est l'équipe avec laquelle je bosse au quotidien. À commencer, bah, par les gens du COMEX. C'est-à-dire mon CEO, le CFO, ça peut être le Director of Sales, le CTO, le CPO, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, ouais, tu as des gens qui vont s'éclater. Par exemple, un truc tout bête même, tu sais, tous les aspects juridiques, administratifs, ça me casse la tête, mais ça m'emmerde à un niveau que tu peux même pas imaginer, tu vois. Et je me suis toujours dit, purée, mais les gens qui font ça, ils doivent avoir une vie horrible. Et bah, on a recruté, tu vois, un CFO. Et moi, j'avais l'image du CFO ennuyeux, le mec qui dit non, pareil pour la juriste. Et bah, je prends ces deux exemples-là parce que justement, par exemple, chez Assessor, typiquement, on a recruté des gens, mais qui sont extraordinaires. Tu vois, en fait, tu vois une juriste qui est créative, qui arrive avec, enfin, bien sûr, elle va te fixer le cadre, dire ça on peut pas, mais également proposer des solutions. Et de la même manière pour notre CFO, tu vois. Et je me dis, tu vois que ce sont des gens qui vraiment s'éclatent dans leur taf. Ils prennent plaisir à le faire. Ouais. Alors que moi, pour moi, par exemple, ce serait une torture de faire leur job. Tu vois. Et je me dis, le monde est bien fait au final. Mais il Mais faut juste arriver à exactement. trouver bah, les personnes avec lesquelles ça va matcher. Ouais. Ça, moi, je le vois chaque année quand j'ai rendez-vous avec mon expert comptable, où je me dis, mais ça, c'est un Mm. truc, mais on peut pas, ça peut pas être fun. Ah ouais. Ça peut pas être drôle. On peut pas être expert comptable et drôle, tu vois. Ouais, Et, ouais. et lui me l'a démontré. Alors, il arrive à être très sérieux et il me perd à chaque fois où je me dis non, mais enfin, je te paye pour que tu fasses ça. C'est bien que tu me l'expliques, hein, mais je comprends pas. Mm. Et par contre, très cool, avec des propositions, dire attends, mais on va trouver des solutions. Bon, on n'est pas obligé d'être aussi binaire. Et c'est vrai que tu vois là où on a cette perception de se dire si ça me fait chier, ça va faire chier les autres, alors que pas Ouais. du tout. Il y a des gens qui s'éclatent. Ma femme, typiquement, elle est chef de projet international. Son Okay. kiff, c'est planifier. Notre vie est planifiée grâce à ma femme, pas grâce à moi. On a un planning sur le frigo, il est mis à jour toutes les semaines, on sait où est ma fille, on sait ce qu'on fait, on sait machin. Mais on a tous des zones de génie et tout. Et, et justement, ça me fait penser à une transition. Toi, tu as créé Assessors au début des années 2000. Ouais. 2002, ouais. 2002. Ouais, c'était le 28 août 2002 à 16h30. Ok, ça va, c'est beau, c'est propre. Et j'aimerais qu'on en parle 5 minutes parce que tu vois, tu parles de devenir indestructible. Je me souviens que l'année dernière, il y a un an et demi, on avait échangé. Tu me présentais vraiment Assess First. Et ce qui m'a marqué, c'est que Assess First a littéralement explosé il y a 4 ans, 5 ans. Ouais, c'est ça, 4-5 Ça a ans, été bien. une croissance assez linéaire pendant 15 ans. Et Mm. d'un coup,
Ça Ouais, c'est explose. exactement ça. Et ben, tu vois, ça, c'est pour moi, hein, c'est le résultat de. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi. Voilà, on peut en parler si tu veux. Mais pour moi, c'est vraiment la résultante du trouver le moteur, tu vois, fondamental, la cause supérieure qui va driver en fait ton action au quotidien. Parce que Hmm. tu peux pas persévérer pendant. Là, ça fait 21 ans que la boîte a été créée. Tu peux pas persévérer pendant 14, 15, 16 ans, tu vois, si à un moment donné, tu n'as pas la foi. C'est Non, impossible. Tu c'est vois, clair. alors oui, bien sûr, tu as les succès qui se bâtissent petit à petit. Tu as des retournements de situation, tu as des. Mais je veux dire, c'est tellement chaotique parfois, Hmm. euh, la vie d'une entreprise, tu vois, tu peux pas tout contrôler, en fait. Et quand tu arrives avec une idée comme ça, que bah, regarder les gens pour qui ils sont, c'est hyper important, prendre en compte le potentiel, c'est hyper important, prendre en compte les soft skills, c'est hyper important, et que tu arrives à une époque où bah, c'est pas forcément la priorité, tu vois, c'est-à-dire que tu présentes ça à des recruteurs, ils te disent ouais, mais non, enfin, on ne cherche pas une perso, tu vois, on cherche des compétences techniques. Tu veux créer une boîte à un moment où, euh, 2 ans, enfin, juste un peu avant, explosion de la première bulle Internet, donc tu fais le tour des banques, et ainsi de suite, on te dit, si tu veux ouvrir une pizzeria, un kebab, je te donne de l'argent, mais là, tes conneries d'Internet, je veux pas en entendre parler. Toi, Ouais. tu te dis, waouh, ça va être compliqué. 2008, tu te prends une autre crise dans la tronche, tu vois. Mais c'est fun, c'est fun. En fait, le truc, et sincèrement, hein, moi je dis toujours, enfin, c'est pas que j'ai l'impression d'avoir jamais bossé de ma vie, mais en fait, je m'amuse, tu vois, parce que je sais, j'ai ça en ligne de mire, je me dis, on va changer la façon dont les talents sont recrutés et dont ils sont managés, parce que, alors derrière ça, il n'y a pas seulement oui, ça conditionne le succès, nanana, et c'est bien pour les entreprises, c'est bien pour les. Mais en fait, je me dis, tu sais, c'est une stat que je sors souvent, mais on passe 80 000 heures dans sa vie à travailler. 54% du temps où tu dors pas, à peu près un quart de ta vie tout entière si tu compiles le tout. 91% pourtant des gens sont pas spécialement heureux et engagés dans leur Ouais. job. C'est quoi ce délire, tu vois? C'est impossible de se dire que tu es dans un monde où tu as 9 personnes sur 10 en fait, qui vont vivre une vie, ou en tout cas une moitié de leur, enfin, la moitié de leur vie, c'est-à-dire le pan professionnel, qui ne va pas les énergiser, qui ne va pas les faire kiffer. En fait, il ne faut pas oublier, hein, enfin, c'est peut-être un peu, enfin, je sais pas si c'est à propos de parler de ça, mais en fait, on va tous mourir un jour, tu vois. Enfin, on finira tous dans une boîte, hein. Et bien évidemment, on va sûrement se réincarner, machin, peu importe les croyances de chacun. Mais moi, je veux pas passer ma vie à m'emmerder, à ne pas m'éclater, à ne pas me développer, et je veux pas me retourner et vivre dans un monde où bah, tu as 91% des gens, en fait, qui ne s'accomplissent pas, qui sont pas heureux. Parce que tu sais, Hmm. c'est pareil, ce mythe du ouais, mais bon, voilà, le taf, c'est pour gagner de l'argent, mais tu peux t'exprimer dans tes loisirs, dans ta famille, avec tes potes. Non, je suis désolé. On n'est pas coupé en deux. On est un. We are one. Tu vois, Hmm. c'est comme ça, en fait. Il y a une unité. Et je veux dire, si on n'est pas heureux dans son job, on ne peut pas être heureux dans sa vie. Si tu n'es pas heureux dans ta vie, ça va se ressentir aussi sur ton job. C'est pas une injonction au bonheur à tout prix. Hein, c'est pas ça. Mais simplement, c'est prendre conscience du côté enfin, multifactoriel, interconnecté de nos existences et de se dire également, on est tous connectés les uns aux autres. C'est-à-dire que si tu es joyful quelque part, que tu cultives cette joie de vivre, euh, et que ben, ça peut être tout bête, hein, ça peut être arriver, être get, être heureux, renvoyer du positif à tes collaborateurs, à tes Hmm. associés, à ta boulangère, au mec qui te fait le café le matin, je sais pas, chez Starbucks ou dans je sais pas quel coffee shop, tout le monde ensuite, bam, 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 ils vont répercuter aussi, tu vois. Hmm. Donc, c'est un autre point. Mais pour moi, il faut être extrêmement attentif à ce qu'on cultive en soi et à ce qu'on renvoie à l'autre, Hmm. tu vois. C'est une fois, j'avais vu ou entendu, lu une citation. Bon, ça peut paraître un peu violent, tu vois, mais c'était on n'est pas responsable de la gueule qu'on a, mais on est responsable de la gueule qu'on fait, tu vois. Hmm. Ça m'a toujours énormément parlé. Et quand je travaillais dans la banque, ça me parlait encore plus, tu vois. Mais c'est énorme. Mais tu peux littéralement changer le cours de la journée d'une personne
en la regardant, en lui souriant, en écoutant quand tu lui dis Hey, comment ça va? What's up? Et puis tu écoutes sa réponse véritablement. Enfin, on a tous un pouvoir de transformation sur nos propres vies et sur la vie des choses qui est totalement sous-coté. Enfin, je pense qu'on a tendance à, tu vois, on a tendance à dire oui, mais bon, voilà, j'ai un boss, gna gna, il n'est pas toujours drôle, ou alors oui, mais regarde l'état du monde dans lequel on vit. Fuck, on s'en fout de tout ça, tu vois. Tout doit partir de soi et c'est pas de l'égoïsme, hein. Au contraire, c'est extrêmement généreux de cultiver en fait son jardin intérieur, sa joie intérieure, son énergie vitale. J'en suis Ouais, convaincu. complètement. Ça va pas être égoïste, ça peut être très altruiste. Comme tu dis, t'es pas obligé de le faire pour toi, tu peux le faire pour les autres. Ouais, ouais, Et tu vois, ouais, moi, je me et souviens. même le faire pour soi, tu sais, c'est pas égoïste en fait. Enfin, moi je Mais pense d'ailleurs, c'est pas l'un ou fondamentalement, l'autre. C'est pas l'un ou l'autre, hein, ça peut être c'est les pas deux. l'un ou l'autre, Mm. exactement, ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, Mm. c'est marrant parce qu'il y a 3 semaines, je suis allé manger avec des anciens collègues du Crédit Agricole Banque Privée, bah, là où j'avais commencé là, ce D'accord. fameux stage là. Donc, il y a quand même 12-13 ans. Et je suis le seul alternant où on se voit tous les 2-3 ans, mais qui est invité encore aux soirées, tu vois. Ok, Et ouais. là, il n'y a pas longtemps, il y avait mon ancien directeur de la banque privée actuellement, il a pris un énorme poste sur une boîte internationale et tout, DG d'une boîte internationale. Et c'est lui qui m'envoie un message en me disant, bah, viens, on va manger un morceau, machin. Ouais. Et ça m'a toujours, je leur ai dit en fait, là on était 5 sur une grosse équipe, hein, on était 5 à manger ensemble, 13 ans après, moi j'ai passé 2 ans dans la boîte. J'ai pas Ok. passé non plus 10 ans, hein. Mhm. Et quand je repars à Lille, j'ai mes collègues qui me disent, ah bah tiens, viens boire un verre, viens manger à la maison, tout ça. Et en fait, à chaque fois, on me fait la même remarque en me disant, mais toi, tu es toujours souriant, Mhm. et que tout va toujours bien avec toi. Et comme je leur ai dit, je fais, c'est pas vrai. Je suis un être humain normal, j'ai des journées de merde, j'ai des états d'esprit de merde, des émotions de merde. Mhm. Mais en fait, à un moment, je me dis, quand j'arrive au travail, l'image que je renvoie, elle est importante. Alors pour moi, mais surtout pour les autres. Mhm. De se dire, j'aime qu'il y ait une bonne ambiance. Et ça, pour moi, je pense que c'est le truc le plus important dans ma vie. J'aime évoluer dans un environnement où il y a une bonne ambiance. Et si les autres le font pas, moi, je pense cette responsabilité. Mhm. Tu vois, de dire à un moment, après, je rentre chez moi, des fois, je vais peut-être tirer la gueule, je vais être fatigué parce que voilà, c'est dur et tout. Ouais, ça Mais coûte au de moins, passer la l'énergie. journée à sourire, à s'intéresser Mhm. aux autres, parce que je me suis rendu compte finalement, tu vois, je te le disais en off avant, moi, j'ai vraiment un mode de fonctionnement en mode hustle culture. Ça vient surtout, je pense, de mes années de gymnastique où c'était, bah, tu tombes, tu te relèves, tu continues, t'as pas envie, tu fais quand même, tu veux pas aller à l'entraînement, tu fais quand même, tu t'entraînes 3 heures par jour, 6 jours par semaine, et c'est comme ça, point barre, tu réfléchis pas. Tu es en mode, t'avances. Ce qui compte, c'est la médaille à la fin. Mhm. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, jusqu'à ce que je fasse un burn-out à 23 ans, un burn-out à 27 ans, que j'en refasse un à 30 ans en tant qu'entrepreneur en me disant, c'est pas possible de faire un burn-out si tu adores ce que tu fais. Mhm. Bah si, parce qu'en fait, mon contexte personnel était super complexe avec des décès dans la famille et tout. Et tu te rends compte que tu peux te cramer de différentes manières. Mhm. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me rendre compte que tout part de l'intérieur, comme tu dis. Et si tu fais pas attention à toi d'abord, tu peux pas faire attention aux autres. Non, c'est impossible. Si toi, ça va pas bien à l'intérieur, alors j'en ai vu, hein, qui sont tellement concentrés sur les autres en disant non, moi je suis pas important, ce qui compte c'est les autres, mais qui sont vraiment omnubilés par ça, Mhm. ils finissent par se cramer. Parce qu'ils Mhm. donnent toute leur énergie, tous leurs sentiments, toutes leurs émotions, ils font tout pour les autres, quelque part inconsciemment en attendant un retour, et ils se butent en fait. Mhm. Alors que moi, je me suis rendu compte que, tu vois, quand je suis devant du monde, tout va toujours très bien. Je vais être Mhm. devant 10 personnes, devant 50 personnes ou 100 personnes à faire un speech, ou quand je suis face à face avec un client, je vais toujours bien. Et il y a des moments où j'ai une tendance très régulière, hein, à broyer du noir, à partir dans des trucs de psychotage où je vais me dire, putain, mais le monde est pourri, je vais pas bien, je suis pas assez bien, je suis pas assez heureux, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez musclé, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, jamais assez. Et en fait, me suis rendu compte à un moment de ma vie, je pense il y a 2 ans, que les moments où je suis le plus épanoui, le plus heureux, où je me dis, putain, la meilleure version de Quentin, c'est celle-là, Mhm. mais en fait, c'est les moments où je pense pas à moi. Ok. C'est les moments où je suis en connexion avec les autres. Mhm. Le moment où il Mhm. ne s'agit pas que de moi. Je suis là pour passer un message, un truc auquel je crois. Souvent, c'est à quel point c'est important d'avoir une haute estime de soi-même, pas dans le Mhm. sens être hautain, mais dans le sens développer Mhm. un vrai amour personnel, parce qu'il n'y a personne qui te le donnera, celui-là, tu peux aller le chercher partout. Mhm. Et à quel point faire attention aux autres, putain, c'est super important, parce qu'on vit pas séparés les uns des autres. Comme tu dis, on est Ouais, bien tous sûr. interconnectés. Mhm. Et dans le monde hyper pragmatique de la banque, de la finance dans lequel j'ai évolué,
Ça, c'était des trucs très gnangnan, machin, oui, enfin non, à un moment, quand même, on est chacun responsable de soi-même, responsable des limites, il y a le boulot, il y a la vie perso, tout est tout très dans des boîtes séparées. Mais tu peux pas nier le fait que quand tu rentres dans une salle de réunion, et ça tout le monde te le dira, tu sens tout de suite si l'atmosphère, elle est Ouais, ouais. Ouais, tu sens la vibe, tu sens tu la sens fréquence. Ah ouais. si tu sens ça, c'est que tu es connecté à ce qui se passe. Mm. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes, moi, j'aime beaucoup la physique, et alors à la base, beaucoup la cosmologie, donc la physique à grande échelle, mais de plus en plus la physique quantique, et aujourd'hui, on le voit, il y a des champs électromagnétiques auxquels on est tous Mm. connectés, au niveau Mm. des atomes, enfin même au niveau de ce qui constitue les atomes, et que tout vibre à une certaine fréquence, Ouais, carrément. et qu'on vibre, nous. Là, par exemple, Ouais, je vibre fort parce qu'on a une discussion qui est cool, absolument, ouais, et, absolument. et- Et et- c'est ce qui fait aussi que c'est hyper important de faire extrêmement attention à même, tu vois, ce que tu manges, ce que tu mets dans ton corps, la musique, le type de musique que tu écoutes aussi. Tu as des musiques avec des fréquences, tu vois, qui vont te foutre down. c'est ça. Euh, Après, enfin, ça aussi, c'est un choix. C'est-à-dire, on dit toujours. Ah ouais, faut faire très attention à ce qu'on mange. Tu sais, il y a ce truc autour de l'alimentation. Je suis d'accord avec ça, mais ce qu'on mange, c'est aussi, bah, je sais pas, est-ce que on te bute en regardant la télé, en écoutant les infos 24/24? C'est quoi les relations dont tu te nourris également, et qu'est-ce que tu offres Exactement. aux autres? Enfin, c'est toutes ces choses-là en fait. Ouais. C'est tout ce qui vient à un moment donné rentrer à l'intérieur de toi, sortir de toi. En fait, je pense qu'on a le devoir en effet de faire gaffe à ça, quoi, d'être attentif, hein. Ouais. Tu vois, franchement, si on devait me retirer tout mon savoir sur le coaching, tous les outils que j'utilise, toutes les techniques que j'utilise, même si j'en utilise de moins en moins, mais si on devait tout me retirer, me laisser un seul truc, c'est cet exercice, je pense que je fais avec tous les clients, c'est prendre une feuille, la séparer en trois, et te dire quelles sont les personnes, les lieux et les projets que je fréquente le plus. Ok. 3 colonnes, après couper en deux, ceux qui me donnent de l'énergie, ceux qui me bouffent de l'énergie. Ouais, ouais. Et à Mm. chaque fois, tu fais la liste. Quels sont les projets que je suis en train de faire en ce moment, ceux qui m'apportent de l'énergie, ceux qui m'en bouffent. Les personnes que je fréquente le plus, C'est ceux qui me donnent de génial. l'énergie, ceux qui m'en bouffent. Les lieux que je fréquente le plus, Ouais, ouais. ça peut être par exemple quand tu retournes chez tes parents. Ouais. Moi, ça a été le cas pendant des années. Aujourd'hui, ça change. Il y a des lieux que tu fréquentes où tu sens que ça te pompe une énergie. La maison Ouais. que j'avais il y a 2 ans, je rentrais dedans. Je me souviens le jour de l'emménagement. On habitait à Lille, on avait déménagé dans le sud. J'avais pas pu me déplacer pour la visite. Je me souviens passer le pas de porte et avoir un frisson intégral qui me parcourt le corps en me disant Ok. putain, ça va être compliqué. Mais tu vois, cet outil, pour moi, c'est le plus important. Parce que Ouais. du moment où tu commences à mettre des limites et à choisir, alors pas uniquement ce qui te donne de l'énergie, parce que c'est quand même très difficile, on est dans un Mm. monde hyper complexe, Mm. mais que tu commences vraiment à faire des choix, à te dire, je vais privilégier ce qui me donne de l'énergie, les projets, les personnes et les lieux, et essayer de minimiser au maximum ce qui me bouffe de l'énergie, ce serait le seul truc que je garderais comme outil de coaching. Parce que juste ça, déjà, ça te permet de t'apporter une énergie énorme, Mm. et cette énergie, elle a un effet boule de neige. Ça va faire que Ouais. tu es mieux dans tes pompes, donc tu as une meilleure énergie, tu vibres de manière différente, donc tu Mm. penses différemment, donc tu prends des décisions différentes, tu prends des actions différentes, tu as des résultats différents. Ouais, Et tu n'as clairement. pas besoin d'aller creuser dans le pourquoi, ton enfant interne, tout ça, des choses que j'adore faire, Mm. mais juste déjà en faisant cet exercice. D'ailleurs, ceux qui écoutent, je vous invite à le faire, hein, prenez une feuille, coupez-la en trois et après en deux, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous en bouffe, les projets, les personnes, les places, les lieux, et vous prenez 1 heure à faire ça, et après vous passez à l'action. Comment est-ce que je peux... J'avais une cliente qui me disait je vais plus aller chez mes parents à Noël parce qu'il y a mes beaux-frères, il y a ma mère, je les supporte pas. Ils me prennent pour une gamine. Je suis la dernière de la famille dès que je retourne là-bas. Est-ce qu'en même temps, elle avait envie de ne plus voir ses frères, ses sœurs et sa mère? Non, mais elle se sentait Mm. complètement bloquée. Donc, tu vois, on a convenu du principe que bah, tu veux voir ta mère, ok, bah, tu lui dis on va manger un morceau en ville, toutes les deux. Mm. Comme ça, tu n'es plus dans la maison familiale, elle ne Ouais. vient pas chez toi, il n'y a plus de rapport de force, vous êtes dans un lieu neutre, vous vous voyez, mais dans un lieu où c'est une relation d'adulte à adulte et plus de Mm. maman à bébé, quoi. Ouais, ouais, je vois. Et tu peux créer plein de trucs comme ça. Ça me fait venir, tu vois, à cette idée de... Enfin, plutôt pas l'idée, mais la question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu as toujours été comme ça, avec cette mentalité indestructible? Parce que tu vois, c'est un trait que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent, pas Mm. dans le sens uniquement financièrement, mais qui sont Ouais. heureux de ce qu'ils créent, tu vois. Mm. Qui ont créé la vie, la boîte, l'univers, l'écosystème dans lequel ils s'épanouissent. C'est un trait que je retrouve énormément. C'est que même dans des moments de sombre merde, de sombre galère, ils se disent non, j'arrête pas. Ouais, ouais. Ouais,
peut-être que c'est chaud financièrement, peut-être qu'en ce moment, je ne m'épanouis pas à fond, peut-être que c'est chaud niveau thune, je sais pas, que mon couple est en train d'en pâtir, tout ça. Mais non, c'est trop important ce que je fais. Hmm. Et j'y En crois fait, tellement, ouais. j'y crois tellement au fond de mes tripes Hmm. que je vais le faire, quoi. Mais Ça va. franchement, hein, du plus profond, enfin du plus lointain que je me souvienne, oui, j'ai toujours été comme ça en fait. Après, je pense que tu as des conditions aussi qui favorisent ça, tu vois. Déjà, je pense que tu as quand même une base biologique, j'imagine. Tu vois, tu as des gens avec des cerveaux différents, des trucs, bon, ça doit jouer un peu, quoi. Parce que tu n'as pas le même niveau de stamina. Après, bon, bah, tu peux le faire avec du sport, avec plein de choses, avec de la méditation, avec du breathwork, des exercices de respiration, tu peux augmenter ça. Mais je pense que tu as quand même un quota de base. Et puis, tu as aussi, quelque part, hein, l'environnement dans lequel tu as grandi, tu vois. Enfin, moi, j'ai toujours vécu dans un environnement familial où j'ai été ultra valorisé, où j'étais, tu vois, j'ai reçu beaucoup d'encouragement, beaucoup d'amour. J'ai vu mon père qui était entrepreneur. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que je l'ai vu depuis que je suis tout petit. Donc, je l'ai vu avec bah, les bas, les très très bas, les Ouais. hauts, les revirements de situation, les changements de projet, le nouveau projet. Un qui a un succès, l'autre, bah, tu te dis, tu peux capitaliser dessus. Bon, bah, après, finalement, tu as un peu les montagnes russes et puis après, ça cartonne. Enfin, tu vois, ça m'a donné une vision, je pense, aussi extrêmement réaliste Hmm. de ce que c'est en fait qu'être entrepreneur. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais que c'est pas tu démarres en bas de la montagne et puis bah tu marches et tu vas arriver en haut quoi. Non non, non, c'est pas ça. Et attention, il y a des trous, tu vois. Et ouais, il y c'est a clair. il y a la météo qui va changer, et ainsi de suite. Et je pense que cet amour aussi que j'ai reçu, tu vois, le fait ouais d'être convaincu que pour peu que tu mettes suffisamment d'énergie et suffisamment dans tout ce que tu fais, tu peux réussir, tu peux cartonner. J'avais une grand-mère aussi qui était extrêmement aimante, tu vois, extrêmement. Et ça, je pense que ça m'a nourri intérieurement, mais de manière folle, quoi. C'est-à-dire l'estime de soi, tu vois, je pense l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Enfin, ces trois piliers-là, je pense que j'en manque pas trop, en fait. Et tu vois, mais tout à l'heure, je crois que tu as parlé de ça. Euh, En fait, faut pas confondre ça avec de l'arrogance. Des fois, on peut se dire, putain, mais il se prend pour qui, celui-là? Non, non, non. Non, c'est pas ça, en fait. Je pense pas que je suis supérieur aux autres. Jamais, en fait. Tu vois, c'est pas ça. Mais c'est juste que je suis extrêmement, enfin, moi, je m'aime bien, je m'adore, en fait, tu vois. Je m'adore, je suis content, je suis heureux avec moi-même. Voilà. Et parce que j'ai ça, justement, ça me donne de l'énergie que je peux redistribuer aux autres, que je peux mettre dans un projet, Ouais. que je peux consacrer à changer le monde du recrutement et du talent management. Et je pense que je n'ai pas à en rougir, tu vois. Enfin, je sais que je n'ai pas à en rougir, en fait. Voilà. Hmm. Tu vois ce que tu dis, ça me fait penser à. C'était il y a bien 10 ans, j'avais entendu ou lu. C'était peut-être plus lu qu'il y a 10 ans, il y avait moins de podcasts. Mais j'avais lu dans un bouquin, c'était une vidéo d'un psychologue, je ne sais plus qui, mais qui disait en fait l'ego n'est pas forcément un problème. Mmh. La problématique, c'est l'ego te fournit l'énergie. Ouais, Où est-ce que tu places cette énergie? c'est ça. Est-ce que cet ego, tu le mets au service d'un projet? Mmh. Ou est-ce que tu mets à l'inverse, tu prends les projets et tu les mets au service de ton ego? Ouais, Tu prends tes tout à fait. projets, ta carrière, tes trucs que tu fais pour toi te valoriser. Et là, Mmh. c'est hyper intéressant parce que tu vois, tu parles d'estime de soi, tu parlais d'un grand projet. Depuis tout à l'heure, je me dis, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Mais il y a 3 4 jours, tu vois, tu parlais de cette raison supérieure. Mmh. Euh, où moi, je me pose vraiment la question depuis des années de me dire, mais c'est quoi ma raison supérieure? Ça fait 10 ans que je me dis, j'aimerais rendre les Français plus heureux, tu vois. Mais ça me paraît limite impossible, tu vois. Et en fait, il y a 3 4 jours, j'entendais une interview de Jack Canfield, qui est un gourou du Mmh. développement personnel américain, psychologue et tout, et où je l'ai entendu monter, qui parlait d'une fondation sur l'estime de soi, qui a fait un centre de recherche sur l'estime de soi qu'il avait créé aux US. Et sur le coup, ça a fait tilt, je me suis dit, putain, je vais créer ça en France. Et là, ça fait 4 jours que je ne pense qu'à ça. J'ai aucune idée de quoi faire, aucune idée de comment, mais j'ai un pote coach aussi qui est très orienté là-dessus. Et pour moi, tu vois, ça me parle énormément, parce que j'ai toujours eu très confiance en moi. Les dernières années, ça s'est effondré parce que j'étais dans ma tête pas au bon endroit, j'ai été papa, il y a eu des décès dans ma famille, comme je disais, en même temps. Mmh. J'ai énormément forcé et j'étais dans la lutte, dans la seule culture dont on parlait un peu en off Ouais. tout à l'heure. Tu vois, j'étais vraiment en mode, non, t'es un guerrier.
D'où le titre de mon livre Devenez indéboulonnable, parce qu'il cristallise l'état d'esprit dans lequel j'étais. Increvable, indestructible, tu fonces, tu réfléchis pas, les émotions, tu les mets de côté, t'avances. Et en fait, ça a défoncé l'estime que j'avais de moi-même. Et j'ai mis un an et demi, là, la dernière année et demie, à vraiment la recréer. Et comme toi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, j'ai eu beaucoup d'amour, beaucoup de présence, et c'est quelque chose qui m'a toujours nourri. Et tu vois, je me dis, mais ça, je pense que ce sera le truc dans les prochaines années que je vais développer. Développer une fondation, mon but, ce sera de redévelopper l'estime de soi des Français. Parce que tu parles d'arrogance, beaucoup de personnes me disent, mais il y a plein de personnes dans les boîtes ou des entrepreneurs qui font preuve d'énormément de confiance en eux. Et en fait, c'est là où j'aime bien parler de cette pyramide, même si c'est plus complexe que ça, mais la confiance en soi, c'est pas un truc. La base, c'est l'estime de soi. Une bonne estime de soi, ça permet de créer une confiance en soi stable, pérenne et on va dire positive. Et en haut, une fois que tu as les 2 premiers stages, le dernier, la pointe de la pyramide, c'est l'affirmation de soi. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des vases communicants. Il y a beaucoup de personnes qui manquent énormément d'estime d'eux-mêmes, donc ils vont se suraffirmer. Donc ils vont en fait inverser la pyramide, qui vont tout faire pour, c'est un peu, qui vont prendre à la lettre, tu sais, les power postures de Tony Robbins, j'ai qu'à me tenir droit, j'ai qu'à respirer, parler fort, prendre de la place, faire des grands gestes et tout ira bien. Et comme ça, les gens vont croire que j'ai confiance en moi. Et t'as toujours ce gars dans la salle de réunion, tu vois, qui parle trop fort, qui prend trop de place, qui appelle tout le temps. Salut Thierry, comment tu vas? Et t'entends que lui. Et je me dis, putain, ce mec, il déborde, ou cette nana déborde de confiance en elle. La majeure partie du temps, c'est faux. C'est tout La majeure l'inverse. partie du temps, elle a énormément d'affirmations et très peu de confiance. Et justement, je me rends compte que ce soit ma famille, mes amis, les prospects que j'ai au téléphone chaque semaine, les personnes que je rencontre, 80, c'est une stat à claquer, hein, comme ça que j'envoie, mais je pense que 75-80% des personnes manquent clairement d'estime d'eux-mêmes. Et c'est ce qui les limite dans leur choix, c'est ce qui fait que tu as 91% des personnes qui sont pas heureuses dans leur job parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'estime d'eux-mêmes pour se dire putain, c'est bon, j'en ai rien à foutre, je prends le risque de quitter, de faire autre chose et de tester parce que j'ai les ressources en moi. Tu vois, toi, je sais pas la définition que tu as de la confiance en toi. La confiance en soi, moi, la manière dont je la vois, c'est cette capacité de te dire quoi que la vie me balance devant, je sais que quelque part, j'ai les ressources pour démerder et surpasser ça. Pas d'une manière optimale, pas d'une manière parfaite, pas forcément d'une manière élégante, mais j'y arriverai. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. J'ai à peu près la même. C'est peu importe en fait ce que tu vas rencontrer. De toute façon, tu sais que c'est ça, tu as les ressources pour faire face en fait. Tu pourras faire face dans à peu près n'importe quelle situation. Et après, bien sûr, faire face, ça veut pas forcément dire le faire de la meilleure manière, le faire avec panache à chaque fois, mais simplement, pour moi, c'est très, tu sais, c'est un peu comme cette histoire de peur là. Il y a des gens, tu vois, qui disent ouais, t'es effrayé, donc du coup tu vas pas passer à l'action. Il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui n'ont pas peur. Non, tout le monde a peur en fait dans la vie. Tout le monde a peur. Simplement, à un moment donné, c'est te dire bah il y a ce petit truc. Et je pense que la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi en fait partie, qui sont des ressources qui vont te permettre de dire je suis au bord du précipice, je m'en fous, vas-y, je saute quand même, c'est pas grave en fait. Tu vois. Et tu vas faire ce pas. Mais en fait, ça coûte en fait à tout le monde. Mais en fait, Mais ça coûte à l'ego souvent. L'ego a peur, l'ego il essaie de te protéger, il est juste là dans un rôle de protection, de te dire non, putain, tu vas mourir. Et c'est la question que je pose souvent à mes clients ou à des potes quand ils sont dans des phases comme ça, qui s'apprêtent à lancer un nouveau projet ou à prendre une nouvelle direction dans leur carrière. Je leur dis, tu as toujours 2 questions à te poser. Est-ce que ça te met en danger physiquement? Est-ce que ça met en danger physiquement, émotionnellement, quelqu'un de ton entourage? Ta femme, tes enfants, tes parents, ton copain, ta copine, quelqu'un. Si la réponse est non, je risque pas de mourir. Non, ça risque pas de faire péter mon mariage, ça risque pas de pourrir la vie de mes enfants ou de pourrir ma vie autour de moi. Vas-y, t'as rien à perdre. Go. T'as rien à perdre. Il y a un des seuls gourous du développement personnel japonais que j'aime beaucoup qui s'appelle Ken Honda. Et j'avais lu un de ses bouquins, c'est Happy Money. Il travaille beaucoup sur la relation à l'argent. Et il a ce truc justement de se dire, c'était un petit exercice dans le livre, où il demandait de prendre une feuille, de dire vous avez peur de prendre une décision dans votre vie. Je ne sais plus comment il appelle ça, je crois que c'est genre les échelles du centre domicile fixe, tu vois. C'est à quel moment je vais vraiment me retrouver tout nu, à poil sous un carton, sous la pluie, sous un pont. Parce que c'est un peu l'image qu'on a dans notre tête cachée de se dire, putain, si je prends ça, je vais finir sous un pont, sous un carton à poil, plus une thune. Dire, ok, c'est quoi les niveaux qui vont devoir se passer avant que j'arrive là, quoi.
Et tu te rends compte que souvent, bah, tu as toujours ton père, ta mère, tu as toujours des amis, des frères, des sœurs, un cousin, quelqu'un qui tu t'entends bien, qui pourra t'accueillir une semaine, 10 jours, Mm. et que tu peux, tu vois, tourner. Dire, je passe une semaine là-bas, une semaine là-bas, une semaine là-bas. Si vraiment je me retrouve avec 10 000 balles de dette, plus une thune, plus de voiture, plus de maison, plus d'enfants, plus rien, quoi. Mm. Mais ce scénario catastrophe, souvent, c'est le premier qui clique. Tu vois, quand on se dit, je vais prendre une décision, non, moi me louper, très dangereux, moi finir sous un pont. Ouais, mais on Alors attend, qu'il y le a un monde cerveau où est comme ça, le cerveau a tendance à s'emballer. Et c'est pour ça que ce type d'exercice, c'est hyper intéressant parce que ça t'amène à rapporter un peu de rationalité aussi, tu vois, exactement. enfin, pas partir en vrille, quoi, tu vois. C'est comme, pour moi, c'est comme, enfin, je fais un parallèle aussi avec, tu vois, la peur du regard de l'autre. C'est-à-dire que souvent, on se dit, quand on fait ses premières prises en public ou des choses comme ça, oh là là, faut pas que je me plante, les gens vont me juger, ils vont avoir l'impression que je fais n'importe quoi, que je suis un imposteur ou quoi, whatever. Enfin, il y a plein de gens, tu vois, qui rapportent des choses comme ça. En fait, la plupart des gens, déjà, les gens, ils en ont rien à foutre, en fait, tu vois. Ils sont là pour écouter, pour venir peut-être apprendre quelque chose, se divertir. Il y en a d'autres qui vont dormir dans la salle. Enfin, on risque jamais sa vie, en fait. Enfin, sauf quand, comme tu le dis, on est dans une situation où il y a un risque physique avéré. Mais c'est quand même très rare les situations où, ouais, tu es véritablement en danger. Et le truc, c'est que, bah, plus tu essaies, alors, chacun sa technique, hein. Ça peut être justement en faisant cet exercice auparavant, ça peut être de se visualiser, de se dire, bah tiens, ok, je ferme les yeux, je me vois en train de faire ma presse, qu'est-ce qui se passe, ok, et puis voilà, essayer de cultiver du bon là-dedans. Mais en fait, plus tu le fais, en fait, je me suis rendu compte, et plus bah, ça devient facile, tu vois. Mm. Ça devient facile. Et plus tu te rends compte que non, en fait, tu te plantes pas. Et même si tu fais une presse à un moment donné, moi, je me souviendrai enfin, tout le temps, parce que j'adore faire des prêts en public. J'avais fait une presse, une de mes premières presses, et je m'étais dit, putain, tu t'es ramassé, t'étais stressé, c'était horrible. Et je finis la presse, et j'avais ça en tête. Et après, on boit un verre ou un café, je sais plus, avec tous les participants. Et ils viennent me voir un par un en me disant, oh, c'était génial, super, oh, on a adoré. Et je me suis dit, et c'est quoi le délire? On n'est pas dans la même réalité, on n'a pas assisté à la même presse, en fait. Bah non, on n'avait pas assisté à la même presse. C'est C'est-à-dire exactement que ça. moi, C'est j'étais exactement ça. à On n'est pas l'intérieur dans de la même moi, réalité. j'avais connaissance de tout ce qui se passait, tu vois, les mécanismes de stress, l'anxiété, le truc. Et les autres, en fait, ne voyaient que ce qui ressortait, enfin, Mm. ils étaient dans une autre position, quoi. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, c'est dingue. C'est dingue, je me suis pris la tête, j'ai peut-être perdu, j'ai peut-être perdu un an de vie là, à me stresser comme ça. Et tout ça pour rien, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt. Et après même, tu vois des gens des fois sur LinkedIn qui osent pas prendre la parole. Après, il y a beaucoup de gens qui écrivent là-dessus, tu vois. Et en fait, on se rend compte que ouais, on risque pas grand-chose, on risque pas grand-chose. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, et ça aussi, hein, c'est pas égoïste, mais c'est se détacher le plus possible du regard de l'autre. Moi, par exemple, tu vois, je suis dans une situation là, enfin dans une posture, je sais pas comment on appelle ça, mais où je n'en ai littéralement rien à cirer de ce que les gens peuvent penser. Ça peut être de moi, de mon attitude, peu importe. Tu vois, enfin, ça n'entre pas en considération dans les produits que je vais développer, la manière dont je vais gérer ma boîte, la manière dont je vais me comporter avec telle ou telle personne. En fait, je me dis, enfin, on ne peut pas vivre, tu vois, dans la tyrannie du regard de l'autre ou la tyrannie supposée du regard de l'autre. Mm. Ça peut pas t'emmener ça peut pas t'emmener sur la bonne voie, en fait. Parce qu'encore une fois, ça va t'amener, si on part du postulat que bah, ce qui est intéressant, c'est quand même de partir de soi pour être centré dans sa vie et puis mener ses projets, ses relations et ainsi de suite. Si à un moment donné, on est parasité par ce qu'on imagine que l'autre va se dire si jamais ceci éventuellement arrivait, putain, tu fais plus rien, t'es paralysé en fait. T'es Ouais. paralysé. Et, C'est et le paradoxe, justement, là-dessus, c'est qu'on est tous tellement focalisés sur ce qu'on pense que les autres pensent de nous, qu'en fait, on est incapable de se rendre compte que vu qu'on pense tous ça, on pense tous qu'à notre gueule. ouais. Il n'y a personne qui regarde l'autre. On est tous en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi? Et quand Ouais. moi, je pense, bah tiens, qu'est-ce que David est en train de penser de moi? David, il peut se dire, bah tiens, qu'est-ce que Quentin est en train de penser de moi? Et en fait, personne pense à l'autre, on pense tous à soi. Et c'est un espèce
tu sais, vase communicant, mais fermé, quoi. Carrément, c'est Qui mouille un exactement ça. peu, et ça, quand tu arrives à l'ouvrir, c'est une énorme bouffée d'air. D'ailleurs, Mm. c'est marrant parce que là, tu vois, on est mardi, tous les mardis à 7h, je suis sur un podcast, et je parle de ça ce matin. Mm. J'ai parlé justement de cette idée de dire, mais en fait, on en a rien à foutre. Ok. On en a rien à foutre parce que tout le monde se regarde le nombril, donc au Mm. final, personne est là à juger les autres. Ouais, ouais. Ouais, et puis globalement, enfin, moi, je crois vraiment en la bonté humaine, tu vois. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui a l'air en galère sur son talk. Enfin, putain, la première chose que tu penses, c'est pas, ah, le guignol, oh là là, il aurait dû se préparer plus. Non, tu vois, t'as un peu d'empathie, tu dis, putain, le pauvre. Et puis voilà, et puis ça passe, ça passe. Et Ouais. 5 minutes après, plus personne s'en souvient, c'est pas grave, tu vois. C'est Complètement. pas Et tu vois, un drame. j'ai tendance à dire, ce que je fais de temps en temps des formations sur la prise de parole en public, mais pas de Ok. façon comment mieux parler, Mm. mais dans le sens comment développer une attitude et avoir plus d'impact. Parce Mm. qu'au final, la prise de parole en public, c'est bien beau, mais il ne s'agit pas que de la voix. Il ne s'agit surtout pas de la voix d'ailleurs. Il s'agit plutôt de Ah ouais. ce que tu as envie de véhiculer, l'attitude que tu as et l'énergie que tu dégages. Et, euh, et, et j'ai complètement oublié ce que j'allais dire. Mais tu vois, ouais, par rapport à la prise de parole en public, souvent, j'aime dire aux personnes que i- s'il y a quelqu'un qui va les juger ou qui se Mm. permettra de dire ouais, de toute façon, c'était vraiment de la merde, il est vraiment Mm. trop nul et tout, la personne, elle n'est pas sur scène. Ouais, 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 La ouais. personne, si elle était sur scène, peut-être qu'elle serait partie en courant parce que, comme, alors les stats à la con, hein, après la peur de la mort, c'est la prise de parole en public, ou je crois que Ouais, c'est ouais. l'inverse, c'est même avant la peur de Oui, la c'est mort, avant la les gens peur ils de pensent pas mourir. trop. Ils ont plus peur de parler en public. Mais moi aujourd'hui, tu vois, je vois ces personnes qui critiquent les haters, les trolls en ligne Mm. et tout, comme c'est des personnes. Alors j'ai pas de la peine ou de la pitié pour elles, mais j'ai beaucoup de compassion. Parce que fondamentalement, je me dis, si elles sont capables de balancer des critiques comme ça à couteau tiré et gratuites, c'est des personnes qui doivent être sacrément mal dans leur peau et sacrément seules. Mm. Oui, Et bien comme tu sûr. dis, quelqu'un d'assez à peu près bien câblé, quand il voit quelqu'un galérer, il va pas se dire, t'as quel gros blaireau. D'ailleurs, Mm. c'est pas la personne qui le dit, c'est son ego. Ouais, Mais plutôt, ouais, là, il est en train de galérer, ça doit pas être fun. voilà. Mm. Et effectivement, on évolue dans des réalités différentes. Tu vois, tu me parles de cette présentation. Je me souviens que ma première conférence payée, c'était pour une filiale de Google à Paris. C'était il y a 4 ans. Ça avait été une catastrophe. Mais quand je dis une catastrophe, cette filiale avait amené tous ses gros clients. On a qui venaient de Londres, de San Francisco. Tu avais les bureaux parisiens qui étaient là et tout. Ok. Je fais ma conférence justement sur l'expérience client et l'importance de remettre de l'émotion Mm. dans le lien commercial. 1 heure et demie, 1 heure et demie où chaque mot que je disais, je me disais putain, c'est nul, t'as pas d'impact, c'est nul, regarde, tout le monde te regarde, tout le monde pense que t'es nul et tout. Mais en fait, parce que t'es auto-centré, t'es dans Mm. ta réalité. Et à la fin, t'as la moitié des personnes qui étaient venues me voir, putain, c'était super intéressant. Et comme C'est toi, dingue. je pense à ce moment-là, Mm. je me suis dit, en fait, ouais, il y a vraiment pas, il y a pas de réalité avec un R majuscule. On a tous Non, notre non, non. propre perception de la réalité. Mm. Et ça donne énormément de liberté quand tu commences à prendre Mm. conscience de ça. Clairement. Euh, On a parlé un peu de ton poste, d'Assess First, de sa croissance, et j'aimerais parler de toi dans cette croissance. Ok. Parce que comme je l'ai mentionné, il y a 1 an et demi, on avait eu une discussion, alors pas similaire, mais tu m'avais expliqué justement que Assess First, depuis 2019-2020, était en train d'exploser, Mm. littéralement. Et c'est vrai qu'on le voit, on voit votre puissance, par exemple, sur LinkedIn, où il y a tout le monde qui est aligné, quoi. Vous êtes Mm. partout, vous communiquez énormément. J'ai même rencontré des personnes d'Assessors qui sont parties et qui toujours me disent, mais Assessors, c'est la meilleure boîte du monde, alors qu'ils ont créé leur boîte, ou ils ont fait autre chose, ou ils sont ailleurs. Ils ont dit, c'est la meilleure boîte du monde, Assessors. Tu sens un truc, comme tu me le disais en off, vous êtes full remote, vous vous retrouvez 2 fois par an, et à chaque fois, tu hallucines de voir à quel point l'équipe grossit, Mm. s'internationalise. Comment est-ce que toi, tu tiens le cap là-dedans? Comment est-ce que tu t'intègres dans cette croissance? Et, euh, et quel est ton niveau de kiff, on va dire? Elle Comment est, tu elle as est, grandi elle un est peu? formidable, cette question. Elle est incroyable. Parce que, ouais, en effet, quand tu es dans une boîte comme ça, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, tu es dans une boîte, tu vois, qui est passée par tellement d'étapes et là, qui fait de l'hypercroissance. En fait, ton job, il change fondamentalement, pas tous les ans, tu vois. Enfin, maintenant, si, mais avant, pas forcément avant au début, parce qu'on a mis un peu de temps pour décoller. Mais
Et c'est toujours intéressant justement de réinterroger la place que tu as. Et toi, en tant que dirigeant, bah, c'est quoi ton rôle en fait, tu vois? Ouais, parce qu'il a dû sacrément évoluer. Ah, il a sacrément évolué. C'est-à-dire qu'au départ, moi, tu vois, je suis quelqu'un très orienté product. C'est-à-dire que bah, concevoir, ça part d'une idée dans la tête. Ensuite, tu commences à écrire des trucs, tu fais des maquettes. En plus, moi, je suis un maniaque du pixel, tu vois, de tous ces trucs-là. Donc, déléguer cette partie-là, ça n'a pas été qu'une partie de plaisir, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment cet attachement au produit. Après, je suis encore très impliqué dans ces aspects-là. Mais en effet, ce qui s'est passé, c'est que je me suis entouré des bonnes personnes. L'entreprise grossit. Alors, tu as cette phase, tu sais, où tu es de la boîte, au démarrage, tu es 2 jusqu'à 10, 12, 15. En fait, le recrutement se fait beaucoup par affinité, par un gars qui va dire, ah, il va te recommander un pote, bam, bam, bam. Et puis après, à un moment donné, mais le point commun, c'est qu'on vit tous la même journée. Quand tu es dans un bureau, que tu es à 10, 12 jusqu'à 15, tout le monde vit la même journée. Après, quand l'entreprise commence à grossir, déjà, tu vis pas forcément les mêmes journées. Ensuite, on a eu un bureau qui était en L. Donc, bah, des fois, tu pouvais passer ton temps sans voir ce que faisaient les devs. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on vibrait plus, on ne vibrerait plus, pardon, de la même énergie tous ensemble, forcément. Et après, tu as le moment où tu as introduit, tu as des managers, ensuite tu as des managers de managers, tu vois, tu as des team leaders, tu as les head-off, tu as les C-level. Et en fait, je pense que ce qui nous réunit tous, c'est d'une part, c'est la mission, tu vois, savoir que le matin, quand tu te lèves pour quelque chose qui est signifiant. Toutes les boîtes vont te dire, We want to make the world a better place. Tu as envie de dire, stop, attends, toutes les boîtes font pas ça. Tu peux pas, arrête, tu vends des cartons. Ne me dis pas que, tu vois, tous les business changent pas le monde. Après, il faut des cartons, c'est super important et tout, et je dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il n'y a pas de bullshit, en fait, dans notre mission, tu vois. C'est clairement, on permet aux gens d'être vus, d'être entendus pour qui ils sont, blablabla, donner de la visibilité à certaines personnes. Et ça, c'est formidable, je pense. Et c'est ce qui nous réunit tous à la base. Après, tu as la culture, tu as la manière de le faire. Et ça, je pense que bah, ça, c'est mon rôle, tu vois, je considère. Je me suis toujours dit, j'ai toujours fait une analogie avec, tu sais, quand tu vas dans une brasserie, des fois tu vas dans une brasserie parisienne, tu es traité comme un chien, tu vois. Le mec, il te balance le café à la gueule, il va te foutre l'addition au travers du crâne, il va te parler n'importe comment. Et si D'ailleurs, tu c'est marrant observes, parce que j'ai fait le test. Si tu arrives et que tu parles en anglais, tu es mieux accueilli. hein, et Parce que souvent, tu es un peu un touriste. exactement, T'es pas ça un peut local. faire ça. Mais ce qui est très intéressant dans ce cas-là, plutôt que de s'offusquer tous, c'est d'observer ce qui se passe dans la salle. Et tu vas voir que les serveurs, les serveuses sont traités généralement comme des chiens par le chef de salle Ouais. ou le manager. Si tu as le boss qui arrive, tu vas voir que il va être horrible avec tout le monde, tu vois, un véritable tyran. Et en fait, c'est simple, ça ruisselle. C'est le phénomène de la cascade. Et je me suis toujours dit, tu vois, que bah, en essayant le plus possible d'être exemplaire, après on est humain, mais je fais en sorte d'essayer de l'être, dans la manière dont je m'adresse aux autres, le respect inconditionnel que j'ai pour les personnes, chacune des personnes dans la boîte, le concept de trust by default, c'est-à-dire tu choisis de faire confiance aux gens. Tu vois, par exemple, bah, pour avoir une boîte en full remote, tu as plus de 100 personnes, quasiment 120 personnes réparties à droite à gauche. Moi, je sais pas ce qu'elles font, hein. Je sais rien, tu vois. Il y en a peut-être qui sont au yoga en ce moment, en train de faire leurs courses, ou il y a peut-être un ou deux qui sont encore au lit à cette heure-là. J'en sais rien, peut-être, peut-être pas. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous, tu vois. Je choisis de faire confiance. Chacun sait ce qu'il a à faire. Enfin, pour rebondir là-dessus, hein, moi, si tu veux, le fait d'avoir mis en place avec l'équipe cette culture et de continuer à la faire vivre au quotidien, ça m'énergise. Et ça m'apporte, tu vois, des fois, on me dit, ah, tu dois être fier. Ouais, je suis fier, mais en tout cas, ça m'apporte de la joie. Tu vois, ça me rend joyeux, en fait. Mais vraiment, tous les jours, je me dis, waouh, on est en train de changer le monde. Putain, et on a une équipe de déglingos. Ils ont tous un peu un pet au casque, tu vois, parce qu'on sélectionne des profils. Mais on est tellement bien et il y a une telle culture
qui fait que, ouais, c'est un kiff. Et franchement, tu me demandais mon niveau de kiff, il est énorme, tu vois. Et quand on signe des nouveaux clients, peu importe la taille du client, alors oui, quand c'est un énorme contrat, tu es super content. Mais en fait, tu sais, il y a cette manière de célébrer les succès aussi. C'est-à-dire que bah, déjà, tu sais, on a le channel Slack, tous les trucs qui arrivent. Et je trouve ça génial, tu vois. Tu as les nouvelles signatures qui arrivent, tout le monde, tu as les devs qui viennent mettre des likes sur, ou des bravos, ou je sais pas quoi, des émoticônes sur les logos des clients qui pop. Et je me dis, putain, les gens se sentent concernés, tu vois. C'est cool, en fait. Ouais. C'est pas que les gens de la team sales qui font ça. Tu Et as je trouve réussi à ça, créer une ouais. boîte où il n'y a pas de silo, en fait. Alors, il n'y a pas de silo. Ah, on n'est pas. Alors, il y en a le moins possible. Après, on est Ouais. comme toutes les boîtes. Tu vois, quelque part, tu as quand même des fois des. C'est une attention de chaque instant. Mais en tout cas, je pense qu'on y est extrêmement attentif et on travaille tous ensemble avec cette conviction qu'il faut qu'il y en ait le moins possible. Il faut à tout prix, faut tout faire pour les éliminer. Mais ça n'est quand tu es une boîte, encore une fois, une boîte qui fait de la croissance, c'est pas un problème que tu règles une fois pour toutes. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une Parce que attention t'es constante, dans comme tu dis. le changement, il est constant, il est permanent. Et c'est ça qui peut être fatigant si tu n'adoptes pas la bonne culture. Et c'est ça qui peut être très excitant aussi. Et c'est ça qui fait que, ouais, enfin, on s'éclate, tu vois. On s'éclate tous ensemble à faire ça. Et c'est génial. Et tu vois, quand on fait la présentation, on avait le Hollands hier. Quand on fait la présentation des chiffres dans plein de boîtes, c'est bon, bah, quelle a été la croissance year on year, enfin d'une année sur l'autre depuis le mois dernier, quelle est ta rentabilité, quelles sont tes lignes de revenus, bam, bam, bam. Mais en fait, euh, te dire à combien de personnes on a offert des opportunités ce mois-ci, combien de personnes ont pu découvrir en quoi elles sont uniques, ont pu mettre des mots sur leur talent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, combien de personnes ont pu, combien de fois, je ne sais pas moi, il y a des personnes qui ont comparé les résultats des candidats par rapport à des modèles prédictifs avec en tête d'anticiper la capacité des gens à réussir à être heureux dans leur boîte. Combien de personnes ont créé des modèles pour définir leur culture, tu vois, et pour mettre des mots dessus, pour mettre des chiffres dessus. Et en fait, c'est énorme. Et en fait, tu te rends compte que, bien évidemment, c'est hyper important, cette partie chiffrée, cette partie financière, elle est fondamentale, parce que c'est l'oxygène hein, pour une boîte. Si tu n'as pas d'oxygène, tu meurs, tu vois. Mais en fait, moi, je me dis toujours, la formule du succès, c'est trois choses, tu vois. Tu as la vision, tu as l'argent, et bah, tu as le facteur people, après, qui est le magic ingredient, Ouais. bien évidemment. Et moi, je considère que mon rôle, c'est de porter cette vision, de projeter un futur qui soit suffisamment enthousiasmant, suffisamment grand, suffisamment positif pour embarquer les gens avec moi. Ensuite, bah, l'argent, on fait en sorte que ça arrive. De toute façon, moi, je suis convaincu que quand tu travailles avec énergie, passion, dedicating, tu es dedicated à ça et que tu y mets du talent et une capacité à se remettre en question permanente, bah, tu finis par faire un produit qui cartonne, tu vois, et puis bah, money follows. Et puis ouais, l'équipe, bah, pareil, on est bien placé pour s'entourer des meilleurs, tu vois. Et quand tu dis meilleurs, c'est pas les meilleurs en soi, c'est avoir des personnes, faire en sorte d'attirer à soi et d'embaucher des personnes ouais, qui vont kiffer travailler chez toi, qui vont aimer mettre leur énergie et qui ont aussi les talents et qui ont aussi bah, ces ressources internes pour pouvoir faire face à cette croissance rapide en fait et à des changements qui sont quand même relativement fréquents, tu vois. Hmm. Mm. Tu disais sur le modèle de recrutement au début, c'était beaucoup par affinité. Ouais. C'était quoi ton. Est-ce que tu enfin plutôt, est-ce que tu avais un facteur, même personnel, hein, que tu partageais pas forcément, peut-être que tu le partageais ou non, mais un facteur primordial, tu disais, si cette personne, homme ou femme, n'a pas ça, je recrute pas. Alors, faut se remettre dans le contexte. Hein. Aujourd'hui, j'en ai des critères comme ça, bien sûr. Faut se remettre dans le contexte. Mais même Création de la. par exemple, si tu réfléchis a posteriori, Ouais, tu vas ouais, te dire, ouais. tiens, peut-être que je pense qu'en fait, je recrutais de cette manière. Alors, au départ, je vais être très transparent. Au départ, tu sais, c'est l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé. En fait, j'avais tellement d'enthousiasme pour le projet que quand je pitchais le projet à un candidat et que je le voyais avec des étoiles dans les yeux, wow, c'est génial, ça a l'air ouf cette aventure. Ouais. En fait, j'avais tendance à me dire, allez, on y va.
on l'embarque avec nous. Mais sauf que, en fait, ce que je voyais dans cet enthousiasme, c'était le reflet de mon propre enthousiasme, tu Ouais, vois. c'est ça. Et le truc aussi, je te dis, il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que à l'époque, on était une boîte, on n'était pas connu, on n'avait pas de clients, ça a été la galère pendant des années, tu vois. Donc, en termes d'attractivité, c'est pas fou quand même. Mm. Et en plus, tout ce côté entrepreneuriat et autres avait moins la cote. Tu vois, tout le monde rêvait d'aller bosser dans les gros cabinets de conseil, de devenir Ouais. consultant. Tu vois, c'était un peu la voie royale. Donc, après, aujourd'hui, je pense que l'attachement à la mission est hyper forte parce qu'encore une fois, si la mission de la boîte résonne chez les personnes que l'on recrute, tu vois, et que ces Mm. personnes se disent, purée, tous les matins, je me lève pour un truc, c'est signifiant. Je ne vais pas juste aller chercher un chèque en fin de mois. En fait, j'apporte ma pierre à l'édifice de quelque chose qui est plus grand que moi-même, en fait. Mm. En fait, ça, c'est ultra fondamental. Après, tu as des qualités, oui, bah, faut mieux que les personnes aussi, une capacité quand même à soit bien câblé, tu vois, puisse raisonner assez rapidement et la capacité à apprendre, se remettre en question, adaptabilité, résilience, parce qu'on est dans un monde, le monde qui nous entoure évolue à une vitesse extraordinaire, la boîte se transforme tous les 6 mois, en gros, c'est plus la même boîte. Et donc, enfin, si tu n'as pas certaines ressources, franchement, c'est compliqué. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens, souvent les gens, ils regardent Assess First de l'extérieur en se disant, waouh, c'est génial, ils bossent en full remote, ils ont l'air d'avoir une culture super cool, où on fait confiance, machin, blablabla. Ouais, mais je dis toujours, enfin, ce que je dis aux candidats aussi, hein, ça correspond pas à tout le monde. Hein. C'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais à Mm. l'intérieur, putain, tu as intérêt à être quand même bien, tu vois, à avoir des ressources. Parce que c'est la traversée en haute mer, quoi, tu vois. Enfin, ça tangue, hein. Après, quand t'aimes. Tu vois, t'as des gens qui sont faits pour naviguer, t'en as d'autres, c'est pas leur kiff, en fait. Mm. Donc, Euh, bon. L'année dernière, je me souviens que tu m'avais dit que vous aviez mis en place un test psychométrique pour les collaborateurs et leur adéquation, enfin leur propension à être bon en télétravail ou pas. Vous l'avez développé ou pas? Ouais, si. Alors, en fait, ce qu'on a fait, tu sais, on a toujours, enfin, depuis très longtemps maintenant, on recrute sur la base de nos solutions. Donc, capacité cognitive, motivation, Ah ouais. personnalité. On a créé un modèle pour chaque job. Enfin, pour chaque job, tu as un modèle des qualités attendues, mais tu as aussi un modèle culturel Assess First. Et à côté de ça, sur la base de ces résultats, on est capable de calculer aujourd'hui un Ok. indicateur de ce qu'on appelle le remote score, Mm. c'est-à-dire la facilité avec laquelle la personne va pouvoir s'épanouir et réussir dans un environnement en full office, en fait. Parce que bah, nous, c'est notre mode d'organisation. Donc, tu vois, il y a des gens qui correspondraient à notre culture, qui ont tout ce qu'il faut pour faire leur job, mais par contre, sur l'aspect remote, ça va pas le faire du tout. Et Ouais. donc, c'est ultra important de prendre ça en compte, en tout cas pour nous, parce que le full remote est une constituante essentielle de notre mode de fonctionnement. Ouais. Et je te pose cette question parce que quand tu me l'avais dit, je me suis dit c'est super smart parce que depuis un an, il y a de plus en plus ce débat, tu vois, Mmh. très binaire. Ouais, L'humain réfléchit tout le temps de manière binaire. Le télétravail, c'est le futur. Non, le full office, c'est le futur. Et tu as mmh. les deux candidats avec leur propre parti où tu Mmh. as les pour, tu as les contre. Et je pense qu'en fait, à côté, tu as plein d'études. Là, ça me fait rire. Tu as une étude alors oui, c'est une étude de Stanford. Depuis 3 jours, tout le monde en parle. Oui, j'ai vu. Comme quoi, t'es moins productif de 27%, je sais plus Ouais, quoi, tout le quand t'es en monde. télétravail et tout. Sauf que personne ne regarde l'étude. Tout le monde est en Ouais. train de la balancer sur Instagram, sur Mmh. LinkedIn, en disant ah regardez, au final, le full remote, c'est pas super bien. C'est 232 Indiens qui Mmh. ont, qui ont, qui ont été pris comme test pour l'étude. Ouais. J'ai rien contre les Indiens, hein. Mais Mmh. on parle d'une culture, on parle de 200 pimpins, hein. Ouais. Alors, après, tu as Stanford, tout le monde dit ça vient de Stanford, donc tout de suite, c'est Oui, tu ça. as le tampon credibility. Ouais, à un moment, je pense que c'est pas pareil partout. Non, c'est pas pareil Mais, partout. Ouais. mais Et puis, il effectivement, faut tu vois, voir, il faut s'intéresser au type de job qu'on leur ouais, demande de les faire, gens, dans ils quelles essayent de conditions. se faire, de se faire Ah, tu vois. opposer des choses, et comme tout Ah être ouais. humain, on fait parler les chiffres en fonction de ce qui nous arrange. Bien sûr. Mais comme tu le dis, et j'avais trouvé ça super intelligent quand vous aviez développé justement ça, de se dire il y a le remote score, de se dire non, c'est pas noir ou blanc. Il y a des Mhm. gens qui vont avoir une productivité qui va décupler en remote, mais il y en a d'autres, ça va s'effondrer. Mhm. Et c'est comme pendant le Covid, il y en a qui demandaient à ce que le télétravail devienne la norme, et t'en as d'autres qui, au contraire, en toute connaissance d'eux-mêmes, Mhm. disaient non, moi je préfère être au bureau.
Mm. parce que quand je suis chez moi ou machin, bah, je vais faire la lessive, je vais mettre machin, j'arrive pas à me concentrer sur le boulot. Et c'est OK. C'est pas mieux, Mm. c'est pas moins bien. Mais effectivement, c'est deux modes de travail différents et ça convient pas à tout le monde. Carrément, ouais. Après, tu vois, la différence, c'est qu'aujourd'hui, entre aujourd'hui et quand on a fait notre bascule en full remote, c'est que à l'époque, on était une cinquantaine, je crois. Mm. Et ben, on n'avait pas connu, tu vois, nous, on était une boîte full office depuis le début, en fait. Et donc, tu te dis, comment les gens vont vivre ce changement. Et bah, du fait qu'on recrutait sur ce modèle avec des gens très adaptables, résilients, très autonomes, gros sens de la responsabilité, bah, en fait, ça s'est très, très bien passé. Il y a 3 personnes de mémoire qui très rapidement, tu vois, nous ont dit, non, moi, ça va pas le faire. Voilà. Donc, Mm. on a accompagné vers d'autres jobs. Mais aujourd'hui, les gens qui nous rejoignent, ils savent qu'on est en full remote. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc, quand tu postules, bah, tu sais à peu près à quoi tu t'attends, quoi. Donc, ouais. Mm. Donc, ça facilite un peu les choses. Après, tu as aussi ce travers que tu as des gens qui viennent maintenant à nous. Par exemple, moi, je reçois des messages sur LinkedIn, j'en reçois 3 par semaine environ, de gens qui me disent: Ah, j'ai vu que vous êtes une boîte en full remote. Je rêve depuis toujours de travailler en full remote. J'ai envie de dire, and so what? Enfin, ce que je te propose, c'est pas de venir travailler en full remote. Ce que je te propose, c'est de participer à une mission où on change le recrutement et la manière dont les gens sont managés dans les boîtes. ouais. Et il se trouve que la modalité de travail est le full remote. Mais c'est secondaire. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Ouais, C'est complètement. donc que tu attires aussi, quand tu communiques beaucoup sur ça, bah, tu attires aussi beaucoup des gens, des fois, qui viennent juste parce qu'ils cherchent un taf en full remote, quoi. Bon, c'est. Mais c'est devenu un énorme critère de sélection. Et maintenant que tu le dis, c'est marrant parce que tu vois, il y a 1 an et demi, 2 ans, là, quand vraiment je galérais, j'étais crevé, j'étais au bord du burn-out. Je me disais, tu sais quoi, je vais faire une pause, je vais reprendre un taf, juste pour souffler. Alors, j'y suis pas arrivé, hein. Il y a ce côté, je pense, obsessionnel, tu vas te dire, non, c'est pas possible. Te regarder dans le miroir et te dire que tu l'as fait, c'est trop difficile. Mais tout de suite, je me suis dit, par contre, il faut que je trouve un truc en full remote. Et je partais de ça, tu vois. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'à la limite, je me foutais de la mission de me dire, ah, il me faut un truc en full remote. Et effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup pour qui c'est devenu un critère de sélection primordial de dire full Ouais. remote, pas full remote. Et après, il faut que la boîte m'intéresse, que la mission m'intéresse, tout ça. Après, je comprends que ça puisse être enfin une échappatoire, tu vois, à un moment donné, de se dire, voilà, j'aime plus, j'ai la pression avec de la relation avec mon ou ma manager qui fonctionne plus, j'ai l'impression qu'on me fait faire des tâches qui n'ont pas de sens, blablabla, vas-y, je me casse, je veux prendre du recul par rapport à tout ça, être depuis chez moi, être bien, tranquille, faire un boulot. Mais ça peut pas être la condition essentielle parce que je pense que si enfin, un twist de carrière comme ça peut marcher sur le très court terme, tu peux t'y retrouver, tu vois, mais si à un moment donné, tu n'es pas en résonance par rapport à ce qui fait la mission, la vision, la culture de la boîte, ça va s'essouffler à un moment donné ou un autre, quoi, tu vois. Complètement. C'est. Et tu vois, j'ai plein de clients, enfin plein de clients, non, c'est pas vrai. Mais j'ai eu plusieurs clients qui, quand Ouais. ils ont lancé leur boîte, on commence en solo, Mm. et, euh, et qui me disaient, putain, c'est trop bien. Je suis chez moi, je bosse, je fais ce que je veux, quand je veux, sous le format que je veux, c'est génial. Et ça me ramène à moi, 5 ans en arrière, quand j'ai lancé ma boîte, où j'étais à Lille, j'étais tout seul. Et les 6 premiers mois, c'est le kiff international. Tu fais plus Mm. attention à tes horaires, t'es tranquille, tu fais comme tu veux, Ouais. tu t'écoutes. Mais comme je leur ai dit, c'est la phase lune de miel. Parce Mm. que si t'es tout seul tout le temps, au bout d'un moment, en fait, 80% des personnes vont juste Ouais. péter un câble. Ouais, bien Tu as sûr. besoin d'avoir du contexte, d'avoir des relations, sans te dire qu'il faut que tu trouves un bureau à plein temps dans du coworking. Mais à un moment, il faut que tu bouges. Ah ouais. Et c'est un peu, je pense, ce que tu dis, c'est si tu prends un travail pour le full remote à la base, Mm. tu vas avoir cette phase lune de miel, de dire, effectivement, par rapport au bureau, ce que tu compares, Mm. tu dis, ah, c'est trop bien, je peux me faire mon café à la maison, je suis tranquille, je gagne 2 heures de transport en commun, c'est génial. Puis au bout de 6 mois, en fait, si la mission de la boîte, enfin, si tu as fait juste, tu as pris cette décision pour t'échapper de quelque chose, et ça, c'est Mm. en général, on peut vraiment le mettre en général, je le dis souvent à mes clients, si tu prends une décision pour échapper quelque chose, ce sera jamais la bonne. Si Mm. tu quittes ton partenaire, ta partenaire, parce que tu n'arrives pas à avoir une discussion difficile avec elle, Ouais. et que tu essaies de t'échapper en te disant, bah, le plus simple, en fait, cette personne ne me convient pas, je coupe la relation, je Mm. pars. J'ai un client, il l'a fait avec ses parents.
Ça lui allait pas. Il disait, je ne peux plus voir mes parents, ils sont toxiques pour moi. Ça fait, quand on a commencé à bosser ensemble, il fait, ça fait 2 ans que je leur parle plus. Et je lui avais dit, ok, comment tu te sens? Il me fait, ah bah ça va vachement mieux. Et je lui dis, ok, et sur ton lit de mort, est-ce que tu regretteras cette décision ou pas? Est-ce que tu as pris cette décision pour fuir quelque chose ou ou vraiment en pleine connaissance de cause en te disant que tu étais aligné avec ça? Souvent, la personne me dit non, non, je suis 100% aligné, puis ça commence à gamberger. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de décisions qu'on fait comme ça, c'est pas un jugement. Ah ouais. Il y a beaucoup de décisions où c'est plus simple de trancher, de couper en disant terminé, alors qu'en fait, on en revient à ce lien, cette interconnexion qu'on a tous. Le lien énergétique n'est pas rompu. Tu peux te barrer de chez toi en disant je ne parlerai plus jamais à mes parents, mais si tu n'as pas eu la discussion, que tu leur as pas dit ce que tu pensais, ce que tu voulais, ce dont tu avais besoin, ce que tu leur reprochais, machin, le lien, il est toujours là. Il partira jamais. Et donc, tu vois, quand tu prends des décisions par défaut pour éviter quelque chose, souvent, ça te revient comme un boomerang dans la tronche 6 mois, 1 an après, parce que tu l'as pas fait sur des bases saines, quoi. Carrément, ouais. Carrément. Et tu vois, c'est rigolo parce que ça me fait penser à ces questions, même, enfin, tout le monde à titre personnel, en effet, fuir des situations, c'est jamais bon. Mais par exemple, on a un outil Drive, c'est celui qui permet de faire le point sur les motivations des personnes. En fait, c'est hyper intéressant parce que je me suis rendu compte que quand tu poses des questions aux gens comme ça spontanément, alors tu veux, les gens souvent qui changent de job, alors tu veux quoi maintenant? Ils vont répondre en te disant, ah, moi, je veux plus ça, je veux plus d'un management comme ça, je veux plus faire ci, je veux plus faire ça. En fait, on est souvent très, très fort pour savoir ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut fuir, donc, mais très mauvais pour identifier qu'est-ce qu'on veut vraiment, tu vois? Et ouais, non, ça me faisait penser à ça. Ouais. Mais tu vois, ça, je pense que c'est ma question que je pose à 100% de mes clients. Enfin, c'est pas je pense, c'est effectif. C'est la question que j'appelle la plus conne du monde. C'est la plus évidente, mais c'est celle qu'on ne se pose jamais. Parce qu'on est tout le temps en train de se poser, bah tiens, qu'est-ce que mon frère veut pour Noël? Qu'est-ce que mon conjoint, ma conjointe veut pour son anniversaire? Comment est-ce que je pourrais faire plaisir à un tel? Tout ça. Et quand il s'agit de nous, on est très clair, comme tu le dis, avec ce qu'on ne veut pas. Mais à chaque fois que je pose cette question, qu'est-ce que tu veux? Et à chaque fois, je mets un petit blanc, toi. Alors la personne souvent va me dire, ah bah là je sais que j'en ai marre de ça, je veux plus si je fais non, 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 c'est pas la question. C'est pas La la question, je question. te Ouais. demande qu'est-ce que tu veux, toi. Pas ta femme, pas ton mari, pas ton conjoint, pas tes enfants, pas tes amis, pas ton patron, pas tes collaborateurs. Toi, qu'est-ce que tu veux? Souvent, t'entends les mouches voler. Et c'est marrant parce que je l'ai fait il y a 1 mois et demi, je faisais une conférence, il y avait une centaine de personnes, entrepreneurs ou non d'ailleurs. C'était un festival du potentiel humain. Et en fait, à un moment, mes conférences, elles sont pas prévues. Je les fais en flow, tu vois. Je sais que j'ai 1 heure et demie, 2 heures en fonction, et juste, moi, je vais demander, je vais poser des questions, et je vais rouler sur ce que les personnes veulent, avec 2-3 idées en tête. Là, j'avais commencé sur la mort, justement. Tout à l'heure, tu disais, je sais pas si on peut parler de la mort, de la réincarnation, machin. C'est la conclusion et l'introduction à la conclusion de mon nouveau livre, où je parle de la mort. Parce que je pense que c'est le truc le plus sous-évalué auquel on ne se confronte pas, on devrait se confronter. Parce qu'une fois que tu sais que tu vas mourir, réincarnation ou pas, comme tu disais, et que tu en as vraiment conscience, tu fais les choses qui comptent pour toi. Et à un moment, je commence un peu à m'énerver parce qu'il y en a qui posaient tout le temps les mêmes questions, et je leur dis, attendez, je vais vous poser la question que je pose à tous mes clients, et j'ai envie que vous me répondiez. Mais on va le faire de manière marrante. Il y avait 100 personnes, je leur dis, on va prendre 3-4 minutes. Je vais vous poser la question individuellement, et je vais vous regarder dans les yeux. J'ai pas envie que vous me répondiez, j'ai envie que vous réfléchissiez. Et j'ai fait les 100 personnes en disant, qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux toi? Et j'ai posé 100 fois la question aux 100 personnes. Pendant 5 minutes, il y avait un gros blanc. Énorme. Un énorme blanc. Et j'ai plein de personnes qui, après la conférence, soit ont eu le temps de venir me voir, soit m'ont écrit sur Instagram en me disant, putain, ta conférence, elle m'a secoué. Mais surtout cette question. Parce que c'est une question tellement conne, qui est tellement... plain sight, tu vois, enfin qu'on a vraiment... qui est devant les yeux, qui est devant notre nez et qu'on se pose jamais. Et pourtant, c'est la meilleure question. Mais c'est la plus difficile à répondre. Ouais, c'est une question Parce que souvent, extrêmement t'as peur de la réponse. Parce que des fois, tu te dis, je suis trader, je bosse à la défense, machin, mais ce que je veux, finalement, c'est peut-être une petite vie d'épicier à Villard-de-Lans, tranquille. Et il y a ce que tu veux toi, et ce qu'on t'a dit que tu devrais vouloir dans la vie. Tes parents, tes enseignants, la société dans laquelle tu évolues. Et tu passes ton temps à avoir des injonctions, en fait. Tu passes ton temps à avoir des injonctions de toutes parts depuis que tu es enfant. Donc, ouais, c'est pas évident de se départir de ça, quoi. Ouais.
Et tu vois, c'est fou parce qu'il y en a un qui a osé répondre et je parlais de synchronicité. Tu vois, pas de, on va parler de la loi de l'attraction. Allez, on va rentrer dans les trucs un peu où. C'est-à-dire Allez. que ce que tu dis vouloir avec énergie, avec conviction, une fois que tu as réfléchi que ça vient des tripes, tu finis par l'avoir. Pas forcément de la manière dont tu aurais voulu. Dans ce festival du potentiel humain, on avait plein d'ateliers. Et il y avait un atelier, c'était l'hébertisme. L'hébertisme, c'est selon les travaux de Alain Hébert ou Herbert, je sais plus, bref. C'est un mec qui part du principe qu'on est des animaux. Enfin, jusque-là, c'est un principe très juste. Mais qu'on peut faire du sport dans la nature. Et on avait un animateur qui nous emmenait courir en montagne, mais pas sur les sentiers. Vraiment à marcher sur les souches d'arbres, sauter de petits promontoires rocheux en tombant dans les fourmilières. On était tous torse nus, c'était de la folie, c'était génial. Ok. Mais ce qui est génial, c'est que ma conférence, elle était juste avant. Et il y en a un entrepreneur, qui est personal trainer pour le coup, et qui lui ose dire, moi ce que je veux là, c'est tranquille un peu. Parce que ça a beaucoup, beaucoup bougé dernièrement pour moi. Là, j'ai envie d'être tranquille, d'être peinard. Je l'ai remercié. J'étais dans son atelier. On était dans le même atelier d'hébertisme juste après. Ok. Dernière phase de descente, on descend dans un champ de vaches où il y avait des vaches, des bouses, des hautes herbes. Donc, il se met à cavaler comme pas possible. Fracture de la cheville. Voilà. Enfin, sur le coup, il s'est luxé la cheville. On avait énormément de chance d'avoir un médecin urgentiste avec nous dans le groupe. Donc, moi, je l'ai tenu, lui, le médecin urgentiste, lui a remis la cheville. Puis, il est parti aux urgences à Cluse. Et sur le coup, on a échangé après sur Instagram et je lui ai dit, tu vois, c'est marrant parce que 1 heure et demie avant, tu me dis, moi, le seul truc que je veux en ce moment, c'est de la tranquillité. Je veux être Et ben peinard. voilà, t'es servi, l'univers Mais te tu l'a l'as pas apporté. du tout de la manière dont tu aurais voulu. Mais tu l'as. Et je dis, c'est quand même marrant. Et lui était quand même assez choqué, tu vois, de me dire, mais putain, c'est moi qui me suis pété la cheville tout seul ou machin, j'en sais rien. Je sais pas, on n'en sait rien. Des fois, c'est des grosses conneries, c'est juste le hasard. Mais des fois, c'est assez marrant de dire, t'obtiens ce que tu veux, pas de la manière dont tu veux. Tu vois, c'est rigolo parce que moi, j'en ai une interprétation un peu différente. J'ai tendance à penser qu'on n'attire pas forcément ce qu'on veut, mais on attire ce qu'on est. Ah, non, Tu mais c'est vois? sûr, c'est exactement ça. C'est pour ça que je parle Ouais, de ouais, ouais. l'énergie, c'est-à-dire qui tu Oui, es. oui, oui. Ok, ok, je Et vois. lui, dans la manière dont il l'a dit, tu sentais que, Ouais. putain, je veux juste être tranquille, quoi. Oui, tout était. Ouais, ouais, C'était, ok. Il y avait une waouh. extrême cohérence entre le ressenti, les paroles et ouais, ouais, la Mais projection. merci vraiment pour la clarification, parce que c'est vrai. Souvent, les personnes qui entendent la loi de l'attraction partent du principe que oui, il faut envoyer un message à l'univers et l'univers me le rend. Ah, ouais. Mais en fait, non. Tu peux dire tous les jours avec un mantra répété 88 Mm. fois avec ton mala de Mm. méditation que tu veux ça, que ça va ce machin. Mais si tu l'es pas, tu l'es pas. Ah, ouais, Et tu complètement. vois, ce que tu dis, moi, je le prends vraiment pour moi. C'est ma plus grosse réalisation. C'est là où j'ai compris ça. C'était l'année dernière où je te disais que j'étais au fond du goût, j'étais très fatigué, machin. Je me prenais des séries de noms, tous les clients me disaient non, ou Mm. me snobaient, ou j'avais des gros no-shows sur mes calls et tout. Et je me disais, putain, c'est pas vrai, parce que je me forme énormément, je donne énormément pour devenir un coach génial, pour pouvoir accompagner énormément. Pourquoi ils me disent non, pourquoi machin? En fait, j'étais en mode victime, et j'étais crevé, j'avais pas Mm. d'énergie, j'étais needy à fond, parce que je voulais plein de clients, donc j'étais tout le temps en train de les Mm. relancer. Et un jour, ça m'a fait vraiment, tu vois, ce tilt de dire, oh, en fait, t'arrêtes pas de dire que tu veux quelque chose, mais là, aujourd'hui, est-ce que tu bosserais avec toi? Et ma réponse Mm. a été non. Mm. Ça, c'est hyper puissant, ça, de se poser la question, est-ce que je bosserai avec moi? C'est comme, tu vois, quand tu es en couple, tu veux chercher l'âme sœur, te dire, tiens, est-ce que je me mettrai en couple avec moi-même, tu vois, par exemple. Ouais. C'est ouais, hyper intéressant. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que c'est assez fou parce que cette loi de l'attraction, tu vois, tu peux la voir de différentes manières. Tu peux te dire en effet, oh ben il suffit de dire, de vibrer, de machin. Bon, ok, tu as ça d'un côté, de l'autre côté, oh, c'est de la connerie. Ce qu'il faut, c'est bosser, 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 bosser comme un fou. En fait, j'ai l'impression que tu as vraiment, comment dire, en effet, travaillé sur qui tu es pour attirer à toi ce que tu souhaites. Hmm. C'est une chose qui est importante. Et c'est aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut juste attendre et rien faire. Et tu peux aussi faire les choses, travailler, te donner des objectifs. Mais quand tu fais tout ça dans un certain flow, dans une certaine Ouais. sérénité, et en fait, une sérénité qui peut être, enfin, même quand tu taffes, quoi, tu vois. Mais en fait, quand arrives à t'aligner, euh, tu as des résultats qui sont assez incroyables. Mais c'est bizarre parce que tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu as d'un côté un espèce de lâcher prise qui est nécessaire
et de l'autre côté, quand même, faire ce qu'il y a à faire. Tu Ouais. vois, faire ce qu'il y a à faire, mais sans. Enfin, je trouve que c'est un équilibre qui est très ténu, très. Hmm. Ouais, très subtil. Ça me fait rebondir sur deux, enfin, ça m'amène deux choses. Il y a un super bouquin qui s'appelle The Deep de Seth Godin, qui est, alors sûrement, alors lui, un auteur très connu, mais c'est sûrement un de ses livres les moins connus, il fait 90 pages, 100 pages, et qui est justement sur l'art d'abandonner. Et je l'avais lu pile à ce moment-là, quand ça allait mal, il y a 1 an et demi, et je m'étais dit, bah, tu sais quoi, j'abandonne. J'arrête. J'arrête le coaching, j'arrête d'essayer de vendre des formations, j'arrête tout ça. Mais pas dans le sens j'arrête, mais dans le sens je m'en fous maintenant. Je vais juste Mhm. faire du Quentin, je vais faire mon Mhm. truc. Et le fait d'abandonner toutes mes attentes, toutes mes ambitions, tous mes objectifs, tous mes machins, de dire, tu sais quoi, maintenant je vais juste faire ce que j'aime faire et le faire de manière beaucoup plus relaxe. Mhm. C'est comme par magie, il y a tout qui Oui, il s'accélère. se passe un truc, ouais, ça Et s'aligne. tu Ouais. te dis, il y a Mhm. des personnes qui sont très bonnes pour forcer le destin. Moi, je pense que je suis très nul à ça. Là où je suis très bon, c'est quand je suis vraiment en pur alignement avec mon intuition. Mhm. Et quand je suis moi-même, en lien avec ce que je veux faire, de la manière dont je l'aime faire, pas de la manière dont les autres attendent que je le fasse, mais de dire, moi, je Mhm. m'en fous qu'on me dise qu'un gourou du business ou du marketing me dit non, si tu veux réussir, c'est comme ça. Je dis non, moi, je m'en fous, je fais comme ça. Bah, bizarrement, tout marche mieux. Mhm. Et le deuxième point, tu vois, aujourd'hui, on parle de la loi de l'attraction, mais fondamentalement, je pense que historiquement, c'est l'idée le concept de karma, tu vois, dans le bouddhisme. Mhm. Mhm. Où nous, en Occident, on pense que le karma, c'est un peu ta destinée. Il a un mauvais karma, une mauvaise énergie, machin. Alors que le karma, c'est l'action. Mhm. C'est la qualité Complètement. des actions internes et externes que tu mènes qui vont Mhm. avoir un impact sur ce que tu attires à toi. Quelqu'un qui a un Mhm. mauvais karma, c'est pas quelqu'un qui a une mauvaise destinée, une mauvaise énergie. C'est quelqu'un qui prend des mauvais choix, qui est bloqué dans une boucle de mauvaises habitudes, de mauvais choix, qui font qu'il il va attirer ce type d'événements Mhm. dans sa vie. Et quelqu'un qui commence à prendre conscience que chacune de ses actions, de ses pensées internes et qui sont matérialisées dans l'espace, il n'y a rien de, de spirituel ou de wou là-dedans. C'est Mhm. ce que tu penses et ce que tu dis, comme tu dis, tout part C'est de extrêmement l'extérieur logique en vrai. et que Ouais. tu extériorises. Quand tu arrives à Mhm. être aligné dans ce que tu penses et dans ce que tu dis et dans ce que tu fais, qu'il y a une congruence, que tu fais preuve d'intégrité envers toi-même et envers le monde qui t'entoure, bah, tu vis plus de la même manière. Et les Mhm. gens vont le ressentir. Pas dans le sens, il y a un truc magique qui se passe, mais c'est juste que t'es toi, t'es bien, t'es aligné, tu dis non, moi ce que je veux c'est ça, et bah, je prends mes actions là-dessus parce que je kiffe faire ça. Voilà, c'est tout. Et après, ça veut pas dire que tu peux pas te fixer d'objectifs, tu peux pas bosser comme un âne pour te développer, pour machin et tout, ça Ouais. c'est autre chose. Mais quand Mhm. tu es aligné avec ce que tu fais, comme toi, c'est l'impression, c'est ce que je ressens, que tu dis j'ai ce truc qui me drive et je le fais et je m'en fous de ce que les autres pensent parce que moi je pense que c'est ça qui est bon et j'y vais et ça m'apporte du plaisir, les autres le ressentent et ça attire du monde. Et après, C'est comme tu dis, ça. c'est à toi par contre de faire le filtre, de dire je prends pas juste les gens pour l'enthousiasme, Ouais. mais aussi pour qui ils sont et un mix des deux quoi. Mhm. On arrive à la fin, là. J'aimerais te poser une question, t'es pas obligé d'y répondre. Ok. C'est une question un peu touchy. Est-ce qu'il y a un moment, parce que tu vois, on a commencé ce podcast sur l'idée de devenir indestructible, où tu t'es dit, putain, en fait, je le suis peut-être pas. Et là, c'est très, très chaud pour moi. Peut-être que je devrais arrêter, peut-être que. Ou tu te sentais que tu étais vraiment au point de rupture. T'as déjà eu un moment comme ça dans les 20 dernières années dans ta carrière? Hum, Dans le domaine du taf, non. Après, je l'ai eu plus à mon adolescence, tu vois, j'ai eu un épisode où je consommais certaines substances et je me suis retrouvé dans une situation en particulier où j'ai cru que j'allais devenir fou, que ma tête partait dans tous les sens, tu vois, et j'ai vraiment cru que j'allais y passer, quoi. Ok. Mais et clairement, ça m'a fait faire un switch par rapport à ça. Mais sinon, non, professionnellement, franchement, jamais. Tu vois, même, je me suis retrouvé dans des situations compliquées où il restait 136 euros sur le compte en banque. Ça a pu être des relations parfois un peu tendues avec mon associé de l'époque. Tu vois, mais non, en fait, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc à l'intérieur de me dire, go on, avance, c'est cool, tu vois. Et encore une fois, je me nourris tellement.
pas seulement de la mission, mais aussi de ce qui se passe dans les équipes, de cette énergie qu'on crée tous ensemble, que tu vois, je cherche en même temps parce que tu vois, j'ai pas envie de faire tu sais, la réponse du mec, non, moi je suis indestructible et tout. Mais franchement, je vois pas quoi, tu vois. Mm. Je vois pas. Et je me dis quelque part, Assessfer, c'est une grande partie de ma vie, tu vois, parce que, enfin, tu l'as bien compris, voilà. Comme tu dis, c'est très aligné. Tu vois, des fois, on me dit, ouais, mais pourquoi tu revends pas la boîte parce que j'ai mon, tu vois, mon associé qui est sorti, on a fait un LBO, nanana. Donc, si moi, j'aurais pu vendre il y a 3 ans, je pourrais vendre là dans, je sais plus, je crois que c'est un an et demi, un truc comme ça. Et clairement, enfin, je ressors, je suis royal au bar, quoi. Tu vois, j'ai plus besoin de bosser sur 3 générations, quoi. Mais je sais pas, ça m'éclate pas, tu vois, cette perspective de me dire tu vas te réveiller, tu vas être plein d'oseille. Déjà, bon, aujourd'hui, je gagne confortablement ma vie, tu vois. J'ai déjà la vie de rêve, en fait. J'ai déjà la vie dont je rêve aujourd'hui. Tu vois? Je veux dire, je vis dans les îles, Baléares, j'ai un boulot qui m'éclate, j'ai des amis que j'adore, j'ai une boîte qui est extraordinaire, des équipes qui sont incroyables, un impact qui est très très fort. Je fais des rencontres au quotidien qui sont énergisantes. Qu'est-ce que je vais faire de plus, quoi, tu vois? Donc, est-ce que je vais prendre un café, foutre des paillettes d'or dedans, aller chercher le pain en Lamborghini, ensuite aller faire un tour à la salle de gym en Ferrari? Enfin, ça m'éclate pas. C'est pas ça qui me fait vibrer, en fait. Mm. Et donc, je sais plus pourquoi je commencé à te parler de ça par rapport au moment où tu craques ou quoi. Et ouais, et En fait, t'as eu des trucs difficiles, tu avais l'opportunité de vendre. ouais, Ouais, voilà, c'est voilà, tu bon. sais, pour te dire, ouais, tu te sors de tout ça. Et en fait, non, je me suis toujours éclaté, en fait. Je me suis toujours éclaté et je m'éclate de manière intrinsèque. Ouais, et même si demain, par exemple, tout s'arrêtait, tu vois, on m'enlève Access First, tu vois, sans que je puisse la vendre. En fait, je pense que ça, bon, ça me ferait chier sur le coup, tu vois, bien sûr, hein. Mais je pense qu'un an après, 2 ans après, enfin, un an après, 6 mois après, je me remettrais, tu vois, je ferais autre chose, ça m'éclaterait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des situations qui auraient pu vivre par d'autres comme étant des catastrophes, je pense que j'en ai vécu pas mal. Mm. Mais moi, j'en ai rien à faire, en fait. Tu vois, ça me touche pas, je suis pas concerné par ça, en fait. Je ne le vis pas de cette façon. Je ne le vis pas de cette façon. Et je ne vais pas te dire que ça m'éclate, que c'est, oui, je prends tout comme un défi, tu vois, qui va permettre de faire l'expérience de ma propre valeur ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est juste que je traverse le truc, je trouve une manière de m'éclater, je continue à rigoler, tu vois. Je fais partie de ces gens qui, oui, qui peuvent danser, chanter sous la pluie, même quand il y a un orage, tu vois. Enfin, ça ne me dérange pas, en fait. En Mm. fait, je me dis, c'est la météo, tout ça, tu vois, c'est passager, en fait. Tout passe, tu vois. Et tout fait Tout partie de la vie. passe. Mm. Mm. C'est beau. C'est beau, effectivement, tu vois, c'est un truc que je dis souvent autour de moi, c'est on me dit ah, il fait pas beau. Je dis non, c'est un temps, c'est comme ça. La pluie, c'est Ouais. beau, les orages, c'est beau, le vent, Ouais. c'est... Effectivement, quand tu as des catastrophes, des fois, bah, c'est un peu chiant, ça Mm. passera. Mais, Mm. tout ça fait partie de la vie. Et quand tu te coupes de certaines situations de la vie, bah, consciemment, tu te coupes de la vie. En te disant, bon, bah, Mm. on attend que ça passe et j'oublie et je me concentre que sur les bons moments de la vie. Mais tout moment de la vie peut être beau. Ouais, tout moment de la vie peut être beau. Et encore une fois, il y a un truc qui est hyper important, hein. Et ça, si tu veux, moi, j'y suis hyper attentif. Enfin, très attaché à ça, c'est qu'on a tous le pouvoir de changer les émotions qu'on ressent à un instant T. Tu vois? C'est-à-dire que parce que pourquoi? On dit, ouais, j'aime pas la pluie, machin, quoi, ça te met dans un mood où tu sais, tu te dis, ouais, il fait gris, j'ai pas trop d'énergie, ça me down, tu te mets à avoir les épaules comme ça, t'es vivement que ça. Mais en fait, respire pendant 2 minutes, mais respire vraiment, tu vois, tu fais une respiration. Je sais plus, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que 2 minutes de respiration, tu as, testostérone plus 20%, moins 22% de cortisol, 30% de probabilité de passer à l'action en plus par rapport à avant ces 2 minutes de respiration. Tu te dis, mec, tu peux changer ton mood. Tu vois ce que je veux dire?
Et bah, c'est Tony Robbins qui dit Emotion is in the motion. C'est-à-dire, tes émotions, c'est aussi dans le mouvement. C'est-à-dire, il y a un exercice tout con, tu prends un stylo, tu le mets dans ta bouche et tu restes comme ça pendant 2, 3, 4 minutes. Tu verras que tu auras plus envie de sourire qu'avant. Tu vois? Alors, tu peux dire, ouais, c'est complètement con, c'est débile. Non, 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 on peut agir sur nos états émotionnels. Et en Complètement. fait, plus tu le cultives, et plus ouais, ça devient un réflexe, plus ça devient facile. Moi, je me souviens, tu vois, quand j'étais, par exemple, au départ, on a installé Assesfer dans une pépinière à Saint-Cloud, en dessous du pont de la 13, là, dans un environnement qui était dégueulasse. On était dans un 11 mètres carrés. Enfin, c'était sale, c'était tout ce que tu veux. Bon, on avait notre bureau qui était là à l'époque. Tu n'avais pas tous les coworking, des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Et en fait, moi, je partais tous les matins, je prenais le métro et je me forçais à sourire. Tu sais, je regardais les gens, j'étais comme ça. Bon, pas comme le Joker, hein, mais tu vois, je souriais, j'écoutais des trucs, euh, de la musique. Ça pouvait être, je me souviens, j'avais, comment ça s'appelle? Get the Edge ou je sais plus quoi, un truc comme ça de Tony Robbins. Il avait des audios, je me les écoutais en boucle aussi. Et j'étais, putain, la vie est belle, la vie est belle. Tu sais, et le mec, la vie est belle, t'as envie de dire, gros, tu vas. Dans le métro parisien. Tu es parisien, ensuite tu vas te taper 15 minutes de marche pour aller bosser dans un taudis en dessous du pont de la 13, quoi, tu vois. Et je me disais, ouais, mais la vie est belle, c'est génial, tu vois. Et c'était pas que de l'autoconviction, mais je me disais, essaye de voir le beau dans chaque chose, Mm. tu vois, dans chaque moment de ta vie. Ça pouvait être des fois ce que j'allais manger à midi, ça pouvait être une conversation que j'allais avoir avec un prospect, ça pouvait être le hey, en arrivant dans la pépinière d'entreprise à la nana là qui était une endormie avec son chien qui pissait partout dans la pépinière, enfin soit. Et je me disais, tu vois, essaye de trouver le bon et de cultiver le bon dans chaque chose, dans chaque instant. Et ça, franchement, hein, ça m'a jamais quitté, j'ai envie de te dire. Et je pense que c'est ce qui fait que je ne peux pas répondre à ta question. Enfin, je ne peux pas te donner d'exemple pour répondre à ta question. Est-ce qu'à un moment donné, tu as été au fond du trou ou quoi que ce soit? Non. C'est même il y a une beauté, il y a quelque chose, tu vois, de sublime en fait, même parfois dans les épreuves en fait. Tu Ah, vois, je suis 100% quand tu es au fond du d'accord. trou et que tu vas aller chercher au fond de toi-même, tu vas voir des choses que tu ne peux pas voir si tu n'es pas au fond du trou. Et quand tu arrives à voir le sublime, hein, la beauté de ces choses-là, en fait, c'est la beauté de ce qui fait l'expérience humaine, tu vois. Ouais. Mm. Je suis 100% raccord avec ce que tu viens de dire. Je pense que les plus grandes prises de conscience sur moi-même, sur ce que je dois être et sur ce que je dois faire, je les ai eues dans des moments où je me disais, là, c'est chaud. Mm. Pas de thunes dans la boîte, le couple qui commence à être bien tendu, très, très, très Mm. fatigué. Mais c'est là où, en fait, tu prends conscience de choses hyper importantes. Tu vois, là, j'ai été papa pour la deuxième fois il y a 2 semaines, là. Ah, Et, félicitations, c'est bon. merci. Et genre, c'était pas cette nuit, c'était la nuit d'avant. J'en pouvais plus, j'étais crevé 35 piges, Mm. deuxième gamin, tu sens que t'as plus la même énergie qu'il y a quelques années. 4h30 du matin, ça faisait une heure qu'il dormait plus, je l'avais dans les bras, et je commençais à avoir mal au dos, j'étais crevé, je me dis putain, mais c'est pas possible, il va jamais s'endormir, quoi. Mm. Et en fait, je l'avais dans les bras, et je le voyais qui me regardait avec ses grands yeux comme ça, et j'ai juste plongé, juste respiré, tu vois. Je me suis dit, ok, respire. J'ai respiré, j'ai juste plongé mon regard dans ses yeux, et c'est là où tu te rends compte de dire, le potentiel humain, il est dans les bébés. Mm. Parce que ça Mm. te renvoie à l'image que t'étais naturellement. Profond, serein, paisible, calme et connecté avec tout ce qu'il y a. Mm. Et tu vois, c'est dans ces moments où je me suis dit, mais même quand on est crevé, même quand on n'en peut plus, comme tu dis, il y a toujours une leçon à en tirer, quelque chose de sublime. Pour moi, c'était, tu vois, cette profondeur dans le regard de mon fils, de me dire, ok, l'univers, en fait, il est là. Les pleurs, les machins, le mal de dos, tout ça, c'est secondaire, c'est le ressenti physique. Mais il y a quelque chose de beau. Quand mon beau-père est décédé, c'était super compliqué. Ma femme était en dépression. J'avais une fille d'1 an et demi. C'est moi qui gérais tous les trucs et tout. C'était la merde. Mais sur le coup, est-ce que je supprimerais ça de ma vie? Mais jamais. Mm. J'ai tellement Mm. appris sur moi, sur des comportements de merde
que je pouvais Mm. avoir quand j'étais en mode automatique, Mm. et à quel point il y avait des leçons positives à en tirer, et à quel point aujourd'hui, mais je suis fier d'avoir passé ça. Et on a tous des moments comme ça, de dire, mais quand tu es face au mur, tu peux effectivement, tu vois, c'est le truc à la con, tu peux rentrer dedans, mais tu peux aussi creuser en dessous, sauter au-dessus, ou le Ouais. contourner, ou carrément le péter. Mais il y a toujours un moyen de passer ce mur. Et Mm. il faut le vouloir. Et je suis entièrement d'accord avec toi que la respiration, pour moi, c'est le levier le plus simple. Mm. Et je sais plus dans quel livre je l'ai lu, mais voilà, ou c'est peut-être Bouddha qui disait ça, je sais plus. Mais la vie, elle se passe entre deux respirations. La Oui, première chose qu'on fait oui, en naissant, c'est on inspire. La dernière chose qu'on fait avant de mm. mourir, c'est on expire. Tout le Mm. reste, c'est que des respirations. C'est ça. Et plus tu es conscient de ça, mieux c'est. Mm. Merci beaucoup, David, pour Merci cette à toi. putain d'énergie que tu as apportée tout au long de notre échange sur les derniers mots qui étaient super inspirants, tu vois, de rappeler aux gens que c'est important de se connecter, d'être Mm. connecté à soi, à sa vision. Et surtout que moi, ce que j'en ressors, c'est vous prenez pas trop au sérieux. Vous prenez pas trop au sérieux. Kiffez la vie. La vie a pas à être si sérieuse. Pas autant que ce qu'on nous le dit, je pense, en tout cas. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, David, mais je sens que toi, tu 100%. incarnes ça. Tu Je l'incarnes. valide à 2000%. Ouais. Mm. Mm. Merci pour ces 1h45, David. Merci à toi, Quentin. Et j'espère que cet épisode parlera à tout le monde. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Ciao.